tout le monde je vais dire, en vos grades et qualités. Je suis quand même le directeur de l'école du service public de la mer, ainsi qu'un professeur qui se trouve dans la salle et dont je tairai le nom, et qui nous fera l'amitié de conclure cette matinée. Je suis François Lambert, je suis directeur général de cette école. Je suis ravi de vous accueillir ce matin avec Marie Etineau, la directrice RSE de la Transat Café L'Or Le Havre Normandie, et Alain Simoneau, le sous-directeur en charge de la transition énergétique des navires, pour vous dire quelques mots d'accueil. Et puis moi j'aurai le plaisir d'animer les deux tables rondes. Alors j'espère d'abord, je vais poser mes mots, que pour commencer cette matinale décarbonée, vous avez eu un comportement décarboné. Oui, parce qu'il faut faire les choses pleinement. Et si on se lève un matin et qu'on dit on va faire une matinale décarbonée, il faut d'abord essayer de limiter les émissions de gaz à effet de serre depuis le début de la matinée. Donc, je vous laisse savoir, imaginer ce que vous avez pu compenser si vous les avez émis, et puis que vous avez utilisé très peu d'énergie fossile depuis votre arrivée. Je vois quelques énergies fossiles dans la salle. Je vais m'abstenir de tout commentaire pour préférer donc l'animation de ces tables rondes autour du transport lourd, qui va être présenté par nos trois intervenants que je présenterai tout à l'heure, et puis de la réapparition de la voile qui trouve dans cet écrin magnifique de la Transat une notoriété particulière aujourd'hui, et on avait essayé de le faire il y a 2 ans. C'est un système qui marche bien, la continuité, le continuum entre le transport maritime à la voile et puis la voile de compétition. Donc c'est ce qu'on essaiera de voir aussi. Est-ce que tu pourras conclure, j'imagine, Michel, de cette matinée. Alors je vous dis quand même 3 mots sur cet endroit. Vous êtes ici dans une des plus vieilles écoles de France. Je fais la blague à chaque fois. C'était pas exactement ici, parce que c'est un peu plus neuf que 1571. Mais c'est une école qui est l'école d'hydrographie au départ, une école qui vise à former à des sciences nautiques, et puis qui progressivement a formé des officiers de la marine marchande et des ingénieurs en génie maritime. Et vu qu'on est très très ouvert, cette école, elle s'est non seulement ouverte vers l'extérieur. Il y a eu beaucoup d'écoles de la marine marchande, on a eu jusqu'à une quarantaine, une grosse quarantaine d'ailleurs, au XIXe siècle. Elle a connu différentes évolutions. La dernière, c'est 2010, avec la création de l'École nationale supérieure maritime, et donc la concentration des 4 écoles nationales de la marine marchande. Donc c'est sous cet établissement, cette sémantique, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel que nous existons aujourd'hui. Donc sur 4 sites, Le Havre, qui est le siège, Marseille, Nantes et Saint-Malo, qui restent des lieux de formation des officiers de la marine marchande en formation initiale. La polyvalence, que le monde nous envie, et je pèse mes mots, puisqu'on forme des officiers à la fois au pont et à la machine. Certains sont d'ailleurs issus de cette formation-là. C'est une formation qui existe depuis les années 60. Il se trouve qu'on donne depuis 2011 un diplôme d'ingénieur qu'on pouvait avoir par équivalence depuis 87, tout contrôle, mais qui aujourd'hui est la seule formation au monde à faire ces deux composantes-là, la polyvalence, le pont et la machine, avec le dernier stade de compétence, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'illimité, et le diplôme d'ingénieur. On forme aussi des officiers monovalents, et c'est d'ailleurs la particularité du site du Havre, qui forme des officiers monovalents sur le 2e cycle. J'ai vu la directrice du site du Havre, Véronique Arrousse, et quelques anciens élèves d'ailleurs, notamment Nicolas du cycle aussi chef de car passerelle international. Donc c'est la monovalence pour le pont, donc on est limité à 3000 UMS, c'est-à-dire à peu près une centaine de mètres pour un navire. On peut compléter cette formation pour ensuite commander un navire de charge, donc il faudra faire le capitaine illimité. Et on fait la même chose à Saint-Malo, sur la partie machine. Et donc tout ça, ça fait à peu près 1200 élèves à la rentrée 2025, et on ajoute la formation professionnelle, qui est quelque chose qu'on privilégie aussi dans cette école, à peu près 200 personnes, 170 personnes. Et donc on arrive à 1400 élèves à la rentrée 2025 dans un exercice qui s'appelle le Fontenoy du maritime, qui vise à doubler le nombre d'officiers diplômés
par l'école entre 2021 et 2027. Avec des moyens qui sont alloués par l'État, principalement. Si vous avez parmi vos familles, vos amis ou vos employeurs, des armateurs, on est évidemment preneur de soutien. On continue de le dire, je le dis évidemment avec un sourire amusé, mais on a besoin du soutien des armateurs pour continuer à développer nos actions. C'est d'ailleurs le Fonds autonome du maritime, c'est pas fait un matin quand un ministre de la mer ou un directeur d'administration centrale s'est levé en disant bah, tiens, on va doubler nos officiers diplômés par l'école. C'est une stratégie de long terme et qui vise à favoriser la meilleure adéquation entre le pavillon français, c'est-à-dire le nombre de navires qu'on a en France, à date, sous ton contrôle, 441 navires qu'on a, RIF, donc qui sont répartis entre des navires de transport et puis des yachts. Mais le RIF est très dynamique, hein, c'est le deuxième registre, hein, mais c'est un registre très dynamique, et donc qui permet d'épouser la logique de développement de l'école, qui elle forme des officiers français. Et donc qui se diversifie aussi, hein, puisqu'on forme des officiers de la marine marchande, mais également des ingénieurs en génie maritime. Et mon panorama ne serait pas complet, et j'aime les panoramas, moi aussi, si je ne parlais pas de l'ouverture de cette école vers l'extérieur. Et donc on accueille depuis 4 ans maintenant, pour notre plus grand plaisir, au 3e étage, l'école du service public de la mer. J'ai salué son directeur, Guillaume de Bourgard, qui forme des administrateurs des affaires maritimes, mais également dans d'autres cycles, des officiers étrangers, des personnels civils, et qui sont eux-mêmes intéressés par la question de la décarbonation. Je conclus cette introduction là-dessus en vous disant que la décarbonation ici, mais les élèves en parleraient encore mieux que moi, on la vit et on la structure. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes qui sont en formation dans cette école seront à la base de la décarbonation des navires, pas demain, c'est dans le cadre de leur formation, à la fois en stage, mais aussi dans la finalisation de leur formation après les cours théoriques, parce que, à la différence de ce qui a pu être connu dans un passé encore assez récent, le mix énergétique, il est beaucoup plus complexe. C'est-à-dire qu'on est passé de la voile à la vapeur, de la vapeur au pétrole. Alors, ça a dû être un peu plus compliqué que ça, j'y étais pas, vous non plus d'ailleurs, mais le mix énergétique ne semble pas très complexe, c'est-à-dire que la découverte du pétrole a amené finalement à un changement de propulsion qui s'est fait de manière automatique, jusqu'à chercher d'ailleurs à Michel le piston numéro 14 dans la salle des machines, qui n'existe pas. Mais on a aujourd'hui un mix énergétique qui est beaucoup plus développé, et donc plus étendu en tout cas. Et donc cette responsabilité qu'on a de former des officiers de la marine marchande et des ingénieurs en génie maritime, mais également que tu as, Guillaume, avec ton équipe, de former des administrateurs des affaires maritimes et tous les personnels dont je parlais, elle est beaucoup plus difficile, parce qu'on va vers un avenir qui est nécessairement décarboné, mais pas nécessairement connu dans sa finalité. Quels seront les carburants du futur? L'ammoniac ou le méthanol? Je vais choisir entre les grands armateurs mondiaux, les biofuels, le diesel électrique, l'hydrogène, évidemment la voile, parce qu'après 20 siècles de décarbonation, on a eu quelques centaines, quelques dizaines d'années, plus de 2 centaines d'années, mais quelques dizaines d'années de carbone. Donc comment on y revient et avec quel type de mécanisme? Et c'est ce qu'on essaye de construire ici par des actions de formation, des actions de recherche, et ce qu'on essaie de faire également avec ce type d'événement. Donc la Transat nous permet d'être un lieu de rencontre. Avec cette matinale décarbonée, c'est le cas, mais on aura également des visites, et je remercie toute l'équipe communication qui s'est beaucoup impliquée sur le programme de cette semaine, qui est aussi un instrument de rayonnement pour nous. Donc venez évidemment confiant à cette matinée de décarbonation. Il faut avoir confiance en la décarbonation, mais repartez aussi avec l'idée que c'est ici que ça se passe, et qu'il faut parler de cette école, il faut parler de la décarbonation qui se construit ici, et de toutes les solutions qu'on peut envisager, qui vont vous être présentées dans le cadre de ce débat. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vais céder la parole à Marie Attino, et puis ensuite à Alan Simoneau, qui interviendra dans le cadre du débat numéro 2, mais nous
avons évoqué ensemble la possibilité pour lui de vous brosser un petit descriptif de ce qui s'est passé la semaine dernière à l'Organisation maritime internationale. Ce n'est pas aussi simple que ce qu'on pourrait croire, c'est pas une opposition frontale des États-Unis, qui en parlera mieux que moi, mais c'est pas une opposition frontale des États-Unis qui s'impose avec une incapacité qu'on aurait eue par le biais des pays en avance sur la décarbonation, ou juste dans le sens de la décarbonation, de s'opposer, mais c'est un peu plus compliqué que ça, et les jeux de pouvoir de l'ONI sont évidemment plus sympathiques à décrire quand ils sont expliqués et analysés par les experts. Merci de votre attention, et bonne matinée à tous. Bonjour à toutes et tous. Avant tout, un grand merci, chaleureux merci à l'ENSM de nous accueillir. Merci François, merci les équipes qui s'y présentent depuis plusieurs mois, on peut le dire, préparent différents temps forts communs avec la Transat Café L'Or, et je crois que c'est une première. Grâce à cette communion, cette coopération avec l'ENSM cette année, on peut le dire clairement, le village de la Transat Café L'Or est plus grand. Voilà, il s'est étendu jusqu'à vos locaux et j'en suis ravie. Peut-être rapidement vous parler de la Transat. Donc effectivement, notre belle transatlantique, qui est cette course en duo engageant 4 classes de bateaux qui permet de rallier Le Havre aux terres de café, et en particulier cette année à la Martinique, est un événement sportif audacieux, mais c'est un événement sportif aussi doté d'une raison d'être. Et dans cette raison d'être, on trouve différentes notions, l'audace, le partage et la protection du vivant. Voilà. Alors le partage, cette présence ici et ces temps forts que nous avons ensemble, nous l'incarnons avec le partage, la présence aussi de ce village départ au Havre qui précède le départ de la course et qui, selon les années, selon les éditions et selon la météo aussi, reçoit entre 400 000 et 600 000 visiteurs, nous oblige et nous engage aussi à partager un certain nombre de valeurs, d'ambition et de vision, d'éléments de vision avec les visiteurs qui viennent sur le village. Alors il n'est pas question évidemment de rapter, de voler cette course qui avant tout appartient aux skippers. Avant tout c'est un événement sportif et donc on a cette mission avant tout d'honorer la présence de ces skippers sur le village départ avant la course et donc de les mettre en lumière, mais on a ce devoir aussi de partager un certain nombre d'enjeux de société, en particulier d'enjeux environnementaux et d'enjeux sociétaux avec les visiteurs du village. Donc il a été décidé cette année, sur ce village départ, de pouvoir allier chaque journée du 17 octobre au 25 octobre, donc jusqu'à la veille du départ, à une thématique. Chaque journée correspond à une thématique, différentes thématiques, l'inclusion, le handicap, la décarbonation. Hier on a parlé d'économie circulaire, donc aujourd'hui c'est la journée de la décarbonation, d'où cette matinale cap sur la décarbonation, matinale décarbonée. Et ça, c'était très important pour nous parce qu'on assiste au sein de la Transat Café L'Or et au sein de toutes les courses, parallèles et autres, je pense à la Route du Rhum, au Vendée Globe et autres courses, aussi à une métamorphose aussi du rôle des skippers. Les skippers sont des grands sportifs, mais aussi de plus en plus sont des... Alors je reprends les termes d'un des skippers avec lequel j'ai discuté hier, qui se dit désormais nous sommes aussi des porte-étendards. Nous traversons les océans et nous partageons des valeurs. Et la décarbonation en fait partie. Et ça, c'est important pour nous de montrer aussi que les skippers, dans leur façon de travailler, sont des sportifs évidemment, mais sont aussi des chefs d'entreprise, sont aussi pour un certain nombre d'entre eux des ingénieurs, sont aussi entourés de partenaires extraordinaires avec lesquels ils portent des projets. Et ces projets peuvent servir, peuvent aussi contribuer, si on le souhaite ensemble, à la décarbonation. Et je sais qu'il y a des équipes qui nous ont rejoints dans cette matinale il y a quelques jours et qui vont s'exprimer dans quelques minutes, et qui vont aussi montrer comment, à partir d'un projet sportif et un projet de voile, on peut aussi réfléchir à la décarbonation du transport en particulier. Et cette décarbonation, pourquoi on doit la mener tous ensemble? Et bien c'est ce que disait François, parce que tout simplement aujourd'hui, l'environnement ne va pas très bien, le climat ne va pas très bien. On le rappelait hier avec RTE sur le village. On a ce devoir de transition énergétique, mais aussi d'abaissement des consommations. Et donc, on a ce devoir, ensemble, de pouvoir partager avec le public de la Transat des valeurs de transition énergétique, de décarbonation. Pour quelle finalité? Pour essayer de limiter le réchauffement global autant que possible. En dessous de 2 degrés, j'aimerais pouvoir le dire, mais je ne suis pas sûre qu'il soit encore possible de le faire.
mais en tout cas, il faut s'en donner les moyens. Voilà. Et je pense que Le Havre est une place extraordinaire pour pouvoir travailler sur ces enjeux, pour les partager et pour pouvoir mettre en lumière des initiatives qui sont exemplaires, qui peuvent rayonner à l'échelle du pays, mais aussi à l'échelle de l'Europe. Et je trouve que c'est extraordinaire qu'un événement sportif puisse aujourd'hui partager ses valeurs et être un lieu d'incarnation de la transition écologique et énergétique. Donc encore une fois, merci à l'ENSM de nous accueillir et merci à vous tous d'être présents. Merci à nos invités. Merci beaucoup. Bon, on est bientôt au Prozac là. Juste avant d'intervenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière à l'OMI, je voudrais juste vous dire que pour moi c'est toujours beaucoup d'émotion d'intervenir ici, parce que moi j'ai été élève de cette école. Alors elle n'était pas située ici, elle était à Sainte-Adresse. Et monsieur le directeur général, dans son intervention au début, a dit qu'il y avait un professeur d'enseignement maritime qui était là, en effet. Alors je ne sais pas si les professeurs se rappellent de tous les élèves qu'ils ont eus, mais sachez que les élèves se rappellent toujours de leurs professeurs. J'étais pas dans le premier tiers de la classe en termes de notation. Je ne sais pas si j'étais tous les vendredis matins en cours. Par contre, vous m'avez fait travailler, progresser, et alors que mes notes frôlaient le 10 pendant l'année, vous m'avez mis 14 en clim à l'examen de 3e année, qui est l'examen le plus important parce qu'il vous permet de devenir officier derrière. Voilà. Donc sachez voilà, que les élèves se rappellent de leurs professeurs, toujours. Voilà, c'était la séquence émotion. J'étais à l'OMI en avril 2025 de cette année, et il y a eu quelque chose d'assez extraordinaire qui avait réussi à être fait. C'est l'approbation de la création d'un outil financier pour créer une sorte de taxe carbone. C'est pas une taxe, c'est vraiment un outil financier qui fabriquait un système comme quoi les navires qui envoyaient peu d'émissions dans l'air gagnaient des bons points. Les navires normaux payaient 100 $ la tonne d'émissions, et les navires, la grande majorité des navires, payaient 350 $ la tonne d'émissions. Toute cette somme-là, qui faisait plusieurs milliards, arrivait à l'OMI, et l'OMI finançait, ce qui était prévu, finançait la décarbonation, aider les pays, en particulier ceux du Pacifique, mais les pays qui avaient des problèmes avec la montée des eaux, et finançait la transition énergétique de la flotte mondiale. Les pays qui étaient contre, c'était les pays qui fournissent du pétrole, c'est les pays du Golfe. Les pays du Pacifique étaient neutres, ils trouvaient l'accord pas assez ambitieux pour eux, et la majorité, une grande majorité des États étaient pour, et donc le vote est passé, ce qu'on appelle l'approbation. Et pour que ça rentre dans le dur, et que ça rentre en vigueur fin 2027, il fallait qu'il y ait une approbation 6 mois après. Donc, le MEPC, c'est le comité de la prévention de la pollution, la protection de l'environnement, pardon, à l'OMI, et ils ont créé 6 mois après un comité exceptionnel juste pour ce vote-là. C'était la semaine dernière. En avril, les États-Unis n'étaient pas intervenus, ils avaient fait la chaise vide, et entre-temps, ils sont rentrés dans une sorte de politique assez brutale en termes de diplomatie par rapport à ce qu'on fait d'habitude, sachant que déjà en avril, pour que ça passe, l'approbation, il y a eu un vote. Il n'y a pas eu de vote à l'OMI depuis 2010. En général, c'est toujours du consensuel. Les gens discutent et le chairman considère qu'il a une majorité et ça passe. Et ça se fait toujours comme ça. J'y suis allé régulièrement. J'avais jamais vu de vote avant avril 2025. Ça crée une drôle d'ambiance. On compte ses amis et les autres. Et là, les États-Unis sont rentrés de plein pied dans ces négociations et ils sont contre. Ils en sont allés, je tiens à le dire parce que c'était assez surprenant, à menacer individuellement les personnes représentant un État qui allaient voter pour cette approbation. Ce qui semble, en termes de négociation, depuis l'Antiquité, on ne tue plus le messager. Je tiens quand même à dire que c'était
une ambiance assez compliquée. Les gens qui représentaient l'administration, les gens qui travaillaient avec moi, ils sont allés, ils n'avaient pas peur, mais au pire du pire, ça veut dire que vous ne pouvez plus utiliser de carte Visa ou de carte, l'autre marque c'est, et Mastercard, parce que c'est des boîtes américaines. Et tout ce qui est lié à une société américaine, vous ne pouvez plus l'utiliser. Et vous êtes dans une liste avec des narcotrafiquants, des terroristes. Voilà la menace qui pesait sur toutes les personnes qui négociaient à l'OMI. Enfin, c'est quand même un autre temps. Voilà. Donc, il y a eu beaucoup de négociations et il a été décidé, enfin il y a eu un vote pour savoir si on continuait comme ça. Il pouvait y avoir plusieurs votes et il y a eu un vote pour savoir si on ajournait, si on repoussait d'un an tout ça. Quelque part dans l'absolu, ça veut dire que c'est pas perdu. Mais donc il y a eu un vote et la majorité des gens ont voté pour repousser la mise en œuvre de ce dispositif. Donc les États-Unis, tous les pays du Golfe, mais également tous les pays africains qui ne se sentaient pas prêts. Et là, pour le coup, les pays, on va dire, du Pacifique, en général, ont été pour qu'on garde le texte. La Chine, qui était, entre guillemets, avec nous il y a 6 mois, est passée de l'autre côté. Il y a eu d'énormes changements. Conclusion, le texte est repoussé d'1 an. Et en 1 an, il peut se passer beaucoup de choses. Alors c'est une très mauvaise nouvelle, enfin, à mon sens, parce que, pour le coup, et pour la propulsion vélique en particulier, si le carburant d'aujourd'hui classique ne coûte pas plus cher, il n'y a rien, enfin, il n'y aura pas de moteur pour aller plus loin. C'est mon avis, mais je pense qu'il est nécessaire pour qu'on passe pour d'autres technologies, et en particulier le vélique, que le carburant coûte plus cher. Parce que le vent coûte relativement moins cher, et en plus en France on a une technologie, et peut-être même une avance par rapport à d'autres sur cette technologie-là. Voilà, quand je vous disais au début qu'on était bientôt au Prozac, c'était pas totalement faux. Seulement, c'est pas perdu, c'est à la journée d'1 an. Les services travaillent toujours pour faire, entre guillemets, comme si ça allait être appliqué, parce qu'il faut fabriquer quand même tout le travail administratif pour mettre en route cette taxe carbone. Voilà. Ce que je vous dis, c'est pas des scoops, hein, c'est dans les médias. Voilà. Mais je tenais quand même à signaler quand même la différence des négociations entre hier et aujourd'hui au niveau international. Voilà, c'était mon petit mot. Alors c'est pas très gai, mais je suis désolé. Merci de cette transparence. Et est-ce qu'il y a un représentant de la ville du Havre ici ou pas? Oui, bonjour. Merci, mesdames. Est-ce que je peux dire au nom de la mairie que la DG AMPA et ses représentants seront toujours les bienvenus au Havre, même s'ils n'utilisent plus de Mastercard, vous me permettez de le dire en votre nom. Voilà, Alan, sois rassuré, tu auras toujours ta place ici au Havre, même si Verrazzano est parti quand même d'ici. Hein. J'avais fait attention, monsieur le directeur général, je n'étais pas allé la semaine dernière. Ah, dis-le à tes équipes. Ils sont eux aussi tout à fait bienvenus. Alors, j'appelle pour le transport lourd décarboné, cette première table ronde. On a un tout petit peu de retard. Monsieur Florentini, Jean-Claude Florentini. Voilà, vous êtes directeur général Global Service et Logistics. Donc vous allez nous présenter l'entreprise. Bienvenue. Monsieur Monnier, Gaëtan Monnier, directeur de la branche mobilité de l'IFP Énergie Nouvelle. Et monsieur Combi, François Combi, du groupe CMA-CGM, qui est senior manager pour le Sustainability. Je vous en prie, messieurs, asseyez-vous. Comme vous avez compris, la table ronde, elle est décarbonée, mais elle n'est pas féminisée. On est par avance désolé, mais on va s'améliorer pour les prochaines étapes. Bien, messieurs, je vous ai proposé de fonctionner de manière assez interactive pour éviter les présentations qui durent un quart d'heure et les monologues. On a à peu près 30 minutes, un peu plus de 30 minutes, pour évoquer le transport lourd décarboné. Évidemment, sentez-vous libre, et vous avez transmis pour certains d'entre vous des éléments à Anna si jamais vous voulez projeter quelque chose. Mais nous sommes convenus ensemble. Plus exactement, j'ai envoyé un message un peu tardivement en expliquant comment je souhaitais procéder. Ils ont tous dit oui, donc c'était très sympa. De procéder ainsi, c'est-à-dire de poser quelques questions, et les mêmes en fait sur chacune des tables rondes,
pour que ce soit suffisamment illustratif pour le public rassemblé ici, parmi lesquels j'ai cité un de nos anciens élèves, mais j'ai pas cité nos 3 élèves qui étaient présents ici, donc qu'on puisse rendre vos échanges les plus interactifs possibles, et puis ensuite qu'on puisse avoir des questions de la part du public. Alors, est-ce que vous pourriez préciser successivement, donc, dans l'ordre que j'ai indiqué, là, par exemple, votre activité en 3 chiffres, Monsieur Florentini? D'abord, bonjour à tous. Donc, très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, à cette table ronde. Et puis, je félicite l'initiative, donc, qui est assez originale. Parce qu'en fait, c'est un continuum entre Le Havre et Fort-de-France et la Martinique et les Antilles en général. Alors, GSL, c'est un cabinet en fait d'expertise. Donc nous intervenons dans tout ce qui concerne les métiers à la fois donc, du transport, de la supply chain, et puis la consultation douanière, optimisation douanière, avec un réseau d'agents et de représentants un petit peu à la fois caribéens, sur l'Europe, sur le Havre, sur l'Asie, et également, et de plus en plus, sur la Caraïbe anglophone. Donc, pour faire un petit panorama rapide, donc, nous sommes un milieu insulaire, c'est 95% d'importation, c'est une dépendance totale au transport, que ce soit transport aérien, transport maritime, et avec des soubresauts. Donc, on parle de décarbonisation. La décarbonisation est bien évidemment elle est attendue, elle doit se faire de façon concertée. Je pense que j'aurai l'occasion d'en parler, notamment d'un point de vue fiscal. Parfait, donc si je retiens 3 chiffres, quelques grandes informations, 95% d'exportation, les enjeux de la décarbonation plutôt au point de vue fiscal, et puis le continuum entre Le Havre et puis la Martinique. Merci. Monsieur Monnier. Bonjour à tous, donc Gaëtan Monnier. Alors je suis venu en dernière étape en version complètement décarbonée, parce que en fait je suis venu grâce à une société qui s'appelle Technoma, qui a rétrofité un semi-rigide en électrique qui est d'ailleurs disponible après en vision. Donc vous verrez une vision électrifiée. Donc nous on a réalisé la motorisation. Voilà, ça c'était... on va parler de navires un peu plus lourds après. Donc moi j'ai en charge la partie mobilité d'IFP Énergie Nouvelle, qui est donc un EPIC, donc un établissement public qui travaille dans le domaine de la recherche et développement. Si je mets 3 grands chiffres, on existe depuis 80 ans. C'est un point important. Donc depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a à peu près 1500 personnes. Et sur la période 2019, on est le premier déposant de brevets au monde dans les instituts de recherche, finalement, à avoir traité de la partie capture du carbone, utilisation, stockage, et donc notamment l'application au carburant alternatif. Très bien, 80 ans, premier déposant de brevet au monde, et donc un EPIC. Et donc j'ai compris que vous allez nous présenter ça, c'est avec ça là, hein? Vous pouvez dire un petit mot après sur les modalités. Oui, je pense que... Très bien. Merci à vous, Monsieur Combi. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Merci également à la Transat dans le groupe CMA-CGM et partenaires. Alors je suis venu en train de Marseille de mon côté, mais ça reste relativement décarboné. Donc je travaille pour la RSE de CMA-CGM, leader du transport maritime et de la logistique. 3 chiffres à retenir, 160 000, c'est le nombre de collaborateurs qu'on peut avoir dans le monde, dans 183 pays. Il y en aura 20 000 en France et plus de 1200 marins, dont beaucoup proviennent de cette école. Le deuxième chiffre, ça serait 685, c'est le nombre de nos navires qui parcourent les mers du globe, donc 80% sous pavillon européen. Et puis le dernier, c'est 66, le nombre de terminaux qu'on peut avoir, de terminaux portuaires dans le monde, dont 11 en France et dans les Outre-mer. Merci, bravo pour la limpidité de l'explication. Peut-être que je vais poursuivre avec vous. Quand on pense CMA-CGM, on pense gigantisme, on pense évidemment aux porte-conteneurs, mais ce n'est pas que les porte-conteneurs, c'est une activité qui s'est largement diversifiée avec une verticalité dont vous avez parlé avec les terminaux, les 66 terminaux. On part d'un côté de carburant
mais la motorisation qui est en face, ça n'est pas forcément un réceptacle facile. Alors c'est simple, quand on va faire un B100, on va faire du HVO, donc des huiles retraitées ou autres, on peut le mettre dans un diesel, à la limite un moteur diesel, moyennant une évolution assez simple, je vais le mettre comme ça. En revanche, quand on va vouloir brûler de l'hydrogène, il va falloir gérer ça différemment. De l'ammoniac, j'en parle même pas en termes de vitesse de combustion, il va falloir faire un gros effort. Et puis si on retourne sur d'autres molécules hydrocarbonées, bon, on les connaît un peu mieux, mais les plus légères en général sont, ou la plus légère avec le méthanol, sont en général plus problématiques en termes de sécurité, voilà, avec l'ammoniac de l'autre côté. Donc dès qu'on fait les premiers e-carburants, hein, c'est l'hydrogène, la base, hein, puisqu'il nous faut mettre de l'hydrogène, puis après on l'associe à de l'azote ou à du carbone, et les premières molécules derrière, elles sont pas très sympathiques. Voilà, donc une complexité vraiment de mise en forme. Et puis derrière, c'est moi le mot qui me vient et qui est notre ADN, c'est la transition. Parce que ça ne va pas se faire en un jour, on ne va pas passer d'une solution à une autre en un jour. Et il faut justement planifier, on le voit avec les industriels, hein, planifier cette transition. Et ça, c'est vraiment un énorme enjeu. Un passage progressif, mais inévitable, vers les nouveaux modèles énergétiques, modèles opérationnels, industriels. Donc il y a vraiment tout à mettre en œuvre. Et merci pour tout ça. Sur cette planification, qu'est-ce que vous attendez? On en parlera peut-être à la deuxième table ronde, mais qu'est-ce que vous attendez de l'État dans ce cadre? Et qu'est-ce que vous n'attendez plus de l'État d'ailleurs? Vous êtes en droit de ne plus rien attendre de l'État. Ce n'est pas mon cas et j'ai un devoir de réserve, je tiens à le dire puisque je suis filmé. Je ne le fais pas sous la contrainte. J'attends beaucoup de l'État. Peut-être même encore plus qu'avant. Mais quelle est votre vision sur cette question de la planification côté État? Est-ce que vous attendez un grand plan, comme on a pu avoir avec l'idée du secrétaire général à la planification écologique, dans lequel vous trouveriez des solutions, des appels à projets, des outils, ou est-ce que ça doit venir de l'établissement que vous représentez ou des acteurs privés? Alors la planification, elle est clé. Sa grande difficulté, c'est qu'elle est à différents niveaux. Elle est dans les États, mais pas uniquement l'État français, les États au sens large, puisqu'on va parler de coûts, hein, finalement, dans un milieu concurrentiel. Et donc on va se retrouver comment on rentre finalement dans des nouvelles filières si on n'a pas d'aide au départ, hein, notamment quand on investit, si on veut faire des nouveaux carburants, dans de nouveaux procédés pour des carburants, il y a un investissement, un coût de départ. C'est sûr que derrière, la rentabilité, elle vient dans la durée. Et donc, si on n'a pas une stabilité dans la durée, et ça, c'est les politiques à porter, qui peuvent porter cette stabilité. Donc, on est forcément avec des sujets beaucoup plus chers au départ, des investissements à faire pour un pari, finalement, qui est clairement, on le sait tous, que ça nous coûtera plus cher, l'inaction nous coûtera plus cher, mais aujourd'hui, personne n'est prêt à payer le prix. Et donc c'est un vrai sujet aujourd'hui, parce que les solutions technologiques, qu'elles soient de motorisation ou de réalisation des carburants, elles existent. C'est pas un verrou. Il n'y a pas de verrou proprement dit. Le verrou, il est vraiment dans l'évolution mondiale et donc dans le choix que vont faire finalement les politiques dans ces domaines. Il est à la fois réglementaire, parce que le droit fait-il avancer la société fait-elle avancer le droit? C'est l'histoire de l'œuf et de la poule, mais c'est toujours compliqué cette histoire. Hein. J'ai toujours pas compris, moi, l'histoire de l'œuf et de la poule. Si quelqu'un peut m'éclairer là-dessus. Mais c'est complexe de voir la réglementation en avance par rapport à une réalité technique, mais peut-être d'ailleurs que M. Florentini, vous pouvez nous en parler sur les solutions que vous proposeriez et comment, sur la base de cette planification, sur la base de ce qui a été dit sur les investissements qui sont à faire et de la réelle complexité qui est au-devant de cette indispensable transition énergétique et décarbonation du transport, comment vous agissez en tant qu'acteur de cette chaîne? Alors là, je vais prendre un petit peu ma casquette de chargeur, puisque je représente aussi le groupement des importateurs antillais, donc Guadeloupe, Martinique, Guyane et Saint-Martin. Donc c'est un sujet hyper complexe pour nous et hyper sensible. Hein. On ne peut pas ignorer en fait qu'on est dans un contexte de vie chère au niveau des Outre-mer. Et la décarbonation a un coût.
Donc, que ce soit au niveau de l'ETS, que ce soit au niveau, même au niveau du GNL, puisque les navires de la CMA CGM seront déployés à partir du mois de janvier, donc sur la ligne, sur la desserte transatlantique. Et donc, c'est pas gratuit tout ça. Donc ça veut dire qu'il y a un contexte économique, un contexte social qu'il faut avoir à l'esprit. Donc il y a un autre aspect également, et qui me paraît être aussi, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça doit être accompagné. Donc il y a un accompagnement donc, qui est des dispositifs, que ce soit de l'État ou de la collectivité territoriale de Martinique ou du Conseil régional de Guadeloupe, puisqu'ils ont la liberté de fixer les taux d'octroi de mer. Alors donc l'octroi de mer, c'est quoi? Donc c'est une taxe locale qui est donc il y a à peu près 11 taux, Martinique, Guadeloupe, à La Réunion, il y en a un petit peu plus, et qui sont modulables et qui sont fixés par les conseils régionaux. Et là, à mon avis, en tout cas, c'est la partie fiscale. Je plaide justement en fait pour une réingénierie et une adaptation au transport vert, c'est-à-dire que mettre en place un octroi de mer vert qui permettrait justement en fait c'est incitatif pour mettre en place un octroi de mer modulable en fonction du mode de transport. Donc ça c'est quelque chose qui n'a pas encore été étudié. On est vraiment sur une page blanche en ce qui concerne justement toute cette partie décarbonation, et on se doit justement d'être innovant, donc d'être en rupture avec le système, avec une formule qui soit à la fois adaptée, évolutive, incitative, parce que le véhicule coûte cher. Donc on ne sait pas encore comment nous, chargeurs, on va se faire manger à partir du mois de janvier, que ce soit par rapport aux ETS, que ce soit par rapport à ce qu'on appelle les surcharges. Et ça, c'est une vraie question pour nous. Donc moi, je plaide en tout cas en fait, pour un octroi de mer vert. Ça ne va pas plaire à tout le monde. Je sais que c'est au niveau des collectivités, des conseils régionaux des Outre-mer, c'est une question très très sensible. Pourquoi? Parce que l'octroi de mer finance les collectivités, finance les communes. Mais il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts. Et par ailleurs, donc, on a besoin d'avoir aussi une visibilité. Et il y a un point qui est très important aussi, parce qu'en fait, on parle de plus en plus d'environnement régional, donc de commercer avec d'autres environnements proches. C'est ce qu'on appelle le dernier miles. Donc la propulsion vélique, justement, en fait, a toute sa place dans ce dispositif pour justement commercer avec ce qu'on appelle nos ports secondaires, que ce soit en Martinique, en Guadeloupe ou même dans les autres pays de la Caraïbe. Et là, c'est quelque chose aussi à développer et à inciter. Ce qu'on appelle en fait le nearshoring ou le circuit court. Oui, le circuit court, au dernier kilomètre. Parfait, mais c'est extrêmement intéressant parce que vous croisez des réalités qui sont finalement locales, celles de l'octroi de mer, mais qu'on pourrait tout à fait étendre par rapport au marché carbone européen avec le système de l'ETS. C'est-à-dire qu'en réalité, vous dites, la décarbonation, vous dites tous les trois d'ailleurs, la décarbonation a un coût. Il est sans doute important, mais il doit être véritablement inférieur dans notre conception. C'est là que vous rejoignez, malgré la taille différente et les intérêts différents qui peuvent être les vôtres, inférieur à celui de l'inaction, hein, puisque in fine, les richesses de cette terre n'étant pas complètement inépuisables et le technosolutionnisme n'étant pas véritablement une solution, il y a des solutions à trouver et ce coût doit pouvoir intervenir. Donc moi, c'est ma dernière question pour ce dernier passage du tour de table, c'est quelle vision finalement à long terme vous pouvez avoir, quelle vision prospective on pourrait avoir, celle que vous semblez promouvoir d'une forme de péréquation, où on a finalement, quand j'étais plus jeune, on parlait du principe du pollueur-payeur, qui n'est pas exactement ce que ça recouvre aujourd'hui, mais le système de l'ETS est à ce titre-là assez intéressant, c'est-à-dire c'est payer pour la propre décarbonation. Et je pense, j'étais en train de le dire sur le rôle de l'État, moi ce que j'attends aussi de l'État aujourd'hui, je l'attends comme établissement public, c'est la capacité qu'on a à montrer pourquoi on paye. C'est-à-dire que pourquoi aujourd'hui, dans ce pays dans lequel on a
un taux de prélèvement obligatoire qui est plus important qu'ailleurs, on est capable de flécher, d'orienter un certain nombre de dépenses de manière tout à fait intéressée. Je pèse mes mots, hein, intéressé. C'est comment le citoyen français, comment l'établissement public, comment l'entreprise peut être capable de dire je sais pourquoi je paye, et donc comment, de manière redistributive, avec son lot de péréquations, on peut être capable d'engager durablement cette transition écologique et cet appel à la décarbonation. Donc c'est la vision plus prospective pour terminer cette table ronde avant les questions de la salle et vos présentations éventuelles. Valentine. Oui, vous avez dit beaucoup de choses déjà. C'est vrai qu'il y a il y a plusieurs inconnus dans l'équation. Je pense que c'est vraiment une approche très globale à mettre en place par rapport à des dispositifs. Donc on a parlé de la fiscalité, hein, c'est l'article 244 du Code des douanes qui permet justement, et l'article 345 du Code de l'Union qui permet justement ces ajustements et ces adaptations. Donc il faut aussi en fait que nos ministères soient très moteurs. Il y a une loi vie chère d'ailleurs qui est en cours, profitons-en. Il y a le CIOM également, c'est le comité interministériel des Outre-mer qui se met en place à partir de la fin de l'année. Et je pense que le volet décarbonation en fait a toute sa place, que le volet décarbonation en fait a une portée beaucoup plus large. Et puisqu'en fait il touche à la fois, donc on a parlé des supply chains, mais il touche également que ce soit au niveau de la proximité, c'est le rapport aussi à la consommation. Donc on parle de vie chère, mais il faut également en fait se rendre à l'évidence, puisque on a une offre, il y a beaucoup de frustration souvent en fait des ultramarins. Parce que oui, on veut consommer comme sur la France hexagonale, mais c'est un coût. Donc, et ce qu'on appelle le nearshoring, en tout cas commercer avec nos voisins caribéens, ou que ce soit brésiliens ou nord-américains, permettrait aussi en fait d'avoir un accès à certains produits beaucoup plus intéressants. Donc, c'est un rapport à la consommation aussi qu'il faut voir. Ce sont des sujets qui sont complexes. C'est pas on a parlé de la fiscalité, on a parlé justement de... Alors, et paradoxalement, le flux transatlantique est bien structuré. Donc que ce soit avec la CMA-CGM, on n'a que des départs chaque semaine, avec Marfret, donc c'est pendulaire. Donc tous les 11 jours, les bateaux arrivent, c'est gros... Sur le marché antillais, représente à peu près, Guadeloupe, Martinique, représente à peu près 220 000 boîtes par an, et qui est quand même conséquent. Donc ce sont des marchés qui sont très matures, avec un petit peu d'export sur la banane, le rhum, et puis avec des taux de fret en fait qui restent assez corrects. Merci. Monsieur Monnier. Oui, alors je pense qu'on va revenir à une partie technique. Moi je mettrais l'hybridation des solutions, on en a parlé tout à l'heure, hein, mais en fait on n'a pas une solution unique. On va sortir d'une solution unique, mais il va falloir trouver plein de solutions pour y arriver. Et donc là, il va falloir allier une combinaison intelligente, que ce soit des carburants, des motorisations, de l'optimisation opérationnelle, des propulsions innovantes, de la voile, de tout ce que l'on veut. Il va falloir vraiment se phosphorer pour trouver un ensemble de solutions, une hybridation de solutions pour y arriver, parce que si on avait une solution unique, je pense qu'on l'aurait déjà appliquée. Donc ça, c'est un point. Et un autre point qui est relié à ça, c'est la vision d'économie circulaire du maritime, avec des hubs à construire, des parties locales. On va avoir de la production aussi de carburant dédié localement ou d'approvisionnement. Il va falloir repenser des systèmes de hubs finalement complets et qui sont liés en plus à cette hybridation et cette vision finalement plurielle des solutions. Donc c'est ce lien-là qui est fort pour moi. Derrière, vous l'avez cité, mais la partie gouvernance collaborative, la régulation mondiale, il faudra un système de taxe carbone de toute façon pour y arriver, parce que c'est un mode de financement.
Et puis des partenariats aussi, un public privé, grande société, plus petite société, pour trouver et mettre en œuvre toutes ces solutions. Parfait, merci beaucoup. Monsieur Combi. Je vais répéter certaines choses, ce qui est plutôt bon signe. On peut essayer de ranger le Prozac parce que le chemin va être long, mais il y a de vrais motifs d'espoir, avec notamment trois idées. Vous parlez d'hybridation, effectivement l'innovation va être très importante pour trouver vraiment les solutions de demain. Le groupe CMA-CGM innove, je vous ai parlé de l'intelligence artificielle, des partenariats avec Google, avec Mistral AI, sur tout ce qui est notamment optimisation des routings de nos navires. On a parlé de Neoline tout à l'heure. Je pourrais parler de propulsion électrique, alors pas en haute mer, mais une barge électrique qu'on est en train de mettre en place au Vietnam avec un de nos clients pour aller sur le Mekong de l'usine de Nike, en l'occurrence, jusqu'à notre port de Gemalink, au Vietnam. 180 km aller-retour qui permettent de décarboner. C'est des petites initiatives comme ça qui illustrent ces innovations-là. On incube aussi beaucoup de startups avec notre incubateur The Box pour essayer de les accompagner et trouver les solutions de demain. Le financement va aussi être un autre enjeu. On a parlé des subventions publiques, l'importance des subventions publiques, notamment dans les projets énergétiques. Le groupe CMA-CGM a aussi sa part à réaliser, on a bien conscience. C'est plus de 20 milliards de dollars qui ont été investis pour avoir les 162 navires dont je vous parlais d'ici 2029 qui seront capables d'utiliser des carburants alternatifs qui émettront moins de CO2. C'est énorme comme investissement. Il y a aussi le fonds Pulse qui a été mis en place par notre PDG Rodolphe Saadé d'1,5 milliard pour financer la décarbonation du transport. Donc voilà, ce financement-là, public, privé, va effectivement être très important et tout est réuni pour y arriver. Et le troisième, effectivement, la collaboration. On travaille par exemple, CMA-CGM, avec l'IFP. On a des liens très importants avec le NSM sur un volet formation. On travaille avec des startups comme Neoline ou d'autres dont j'ai pu vous parler, des énergéticiens que j'ai déjà cités, Engie, Suez, Total, pour développer cette filière d'approvisionnement en carburant alternatif. On travaille même avec d'autres armateurs, on collabore avec Maersk en termes d'advocacy, de R&D, pour rassembler, trouver ces solutions de demain. Et on va avoir besoin de ce cadre réglementaire commun, que ça vienne de l'OMI ou de l'Union européenne, pour que vraiment l'ensemble des armateurs dans le monde, pas uniquement les Français, pas uniquement les Européens, se sentent concernés par cet effort de décarbonation. Merci beaucoup, c'est extrêmement clair. Je tiens aussi à le dire, parce que je parlais des armateurs et du soutien dont on a besoin, c'est-à-dire que dans le débat où CMA-CGM ne contribuerait pas assez à certaines choses, pour ce qui concerne le NSM, CMA-CGM a toujours été au rendez-vous et ça fait exception. Je tiens là aussi à ce que ce soit souligné. Si vous avez besoin de planification, nous on a besoin aussi de savoir où on va par rapport aux financements qui viennent du secteur privé. Et donc j'invite l'ensemble des armateurs qui seraient concernés d'une manière ou d'une autre à s'impliquer, ne serait-ce que au début du commencement de ce que fait CMA-CGM pour cette école, parce qu'on a besoin de visibilité, et notamment sur ce qui est de la fondation. Vous êtes engagé dans le triennal qui nous rassure sur le financement des projets. Alors si je suis à une conclusion intermédiaire, j'ai entendu parler d'innovation, d'hybridation, d'incubation de start-up, d'auto de fret et donc d'une certaine garantie, donc un certain encadrement, de collaboration. J'ai aussi bien aimé la partie sur le risque et sur le besoin qu'on a de financer l'innovation et là aussi des dispositifs différents qui aident à amorcer cette innovation. Et puis je m'étais permis de développer effectivement en donnant une partie de la réponse, mais la réponse est pour nous, puisqu'on a des taxes affectées qui existent. Le guichet unique de la plaisance en est un symbole, n'est-ce pas Fabien? Donc on a un travail qui existe à l'échelle de cette politique publique de la mer et qui nous permet de voir que des solutions, peut-être à d'autres niveaux, existent pour flécher ce type d'investissement et permettre de s'intégrer, de s'investir dans des causes, celle-là ou d'autres, mais la décarbonation étant la priorité. Je vous propose, après cette table ronde, ce début de table ronde, de passer à quelques questions. Donc vous ayez des compléments à faire. Je voulais juste aussi remercier le NSM, puisqu'il y a des relations aussi avec IFP, mais sous la forme IFP School, absolument. Donc avec le LSPM en termes de diplôme. Voilà. Merci de le rappeler. On est aussi membre avec d'ailleurs l'école du service public de la mer du
réseau des écoles du service public, des écoles du développement durable, RESDD, et on apprécie toujours la présence de l'IFP School dans ces réunions. On passe aux questions, si vous le souhaitez. Il y a trop de choses qui ont été abordées. Est-ce que vous souhaitez passer des compléments? Ah, quand même. Charles-Antoine Magnin, donc de l'école du service public de la mer. Bonjour, donc Charles-Antoine Magnin de l'école du service public de la mer. J'avais une question double sur le fourmillement technologique dont vous parliez. C'était tout d'abord votre opinion votre avis sur la capture et le stockage du carbone, qui est finalement, le post-traitement des fumées, c'est un des biais d'atteinte de la conformité pour les autres impositions de Marpol 6. Donc pourquoi pas celui-là? Quel est votre avis sur la question? Et dans un deuxième temps, est-ce que la puissance publique finalement ne serait pas à sa place en fixant un objectif de technologie pour dérisquer au fait pour les parties prenantes le coût de la massification, puisqu'elle est là, j'imagine que pour les industriels, savoir si on se lance dans le méthanol, si on se lance dans le gaz, si on se lance dans encore l'ammoniac, finalement il y a une part d'inconnu, puisque si on choisit la mauvaise technologie, c'est des investissements qui seront perdus. Et est-ce qu'on n'est pas arrivé à un niveau de maturité technologique tel que finalement pour la puissance publique pourrait dire maintenant c'est le méthanol, puis tout le monde y va, ce sera peut-être pas optimal, mais au moins on dérisque. Voilà, merci. Alors, une seule solution, je pense que ça va être encore difficile. Je ne suis pas certain que les intérêts on puisse arriver à trouver une seule solution. Il y avait un des points, pardon, j'ai perdu le fil de la question, je le reprends tout à l'heure. Alors je rebondis du coup sur le financement et le dérisquage par les pouvoirs publics d'une solution. Donc effectivement, cette solution n'existe pas encore. Maintenant, les pouvoirs publics, qu'ils soient français ou européens, ont un rôle effectivement clé à jouer. Un exemple pas très loin d'ici, le projet Salamandre de production de biométhane, dont CMA-CGM était partie prenante, et on attendait beaucoup de financement de l'Union européenne via l'Innovation Fund de l'Union européenne, financement qui finalement n'est pas venu et qui aurait été de nature à dérisquer et donner la visibilité nécessaire aux énergéticiens pour prendre ce risque-là et mener à terme les projets. Donc c'est toujours délicat de leur demander de se positionner quand il n'y a pas encore de solution miracle, mais ils ont définitivement, pour initier cette filière de production d'énergie, un rôle clé à jouer. Et la deuxième question, sauf s'il y avait sur le carbone capture, effectivement il y a un potentiel qui est très important. Le groupe CMA-CGM suit ça de près. Il y a des maturités de projets qui sont quand même assez variables en toute transparence. Donc on a des projets en interne, R&D, on suit aussi des startups qui sont sur ce sujet-là. Il y a toute la question de la captation à bord du carbone. Qu'est-ce qu'on fait du carbone qui a été capté ensuite, une fois qu'on arrive à quai? Est-ce qu'il y a les bonnes infrastructures pour le traiter? Il y a là encore des partenariats très intéressants à faire. Donc c'est un sujet qui est suivi et je laisserai peut-être une réponse plus technique pour compléter. Voilà, c'était effectivement le lien, c'était la première. Capture du carbone, aujourd'hui il y a un certain nombre d'installations qui sont faites à terre. Il y a eu une démonstration à Dunkerque ou autre sur des fumées de cimenterie. Donc c'est une question de concentration du CO2 finalement dans les fumées qui est important. Donc sur un moteur, sur un bateau, un navire, ça peut être intéressant effectivement. Après, il faut la place, tout le système associé finalement de lavage, de déchargement de l'ensemble. Donc, c'est des technologies qui sont existantes, qui sont possibles à utiliser. En général, c'est du lavage aux amines des fumées pour récupérer et capter le CO2. Donc, la solution technologique existe, en revanche, elle a un coût. C'est toujours le questionnement, puis après, qu'est-ce que l'on en fait? Normalement, il faudrait le décharger, le réutiliser directement, donc avoir aussi des usines qui peuvent l'utiliser pour refaire des carburants. On rentre dans l'économie circulaire dont je parlais tout à l'heure. Si c'est pour l'enfouir, après, il faut trouver des sites, il faut le transporter, donc ça encore à nouveau un coût, il faut que ce soit décarboné. C'est toute cette chaîne-là qui est complexe. Voilà. C'est pas un frein technologique. Bonjour. Moi j'avais une petite question, mais alors vraiment peut-être très naïve. Je pense que c'est M. Combi qui va pouvoir répondre le plus facilement.
Il y a une phrase que vous avez dit tout à l'heure que j'aime beaucoup, c'est que l'énergie la moins chère et donc aussi la moins polluante, c'est celle qu'on n'utilise pas. Monsieur Florentini a parlé de la chaîne logistique transatlantique qui est forcément facile entre la métropole et les territoires français d'outre-mer. Mais il a aussi évoqué le fait d'aller chercher des marchandises à des sources beaucoup plus proches géographiquement. Quel levier vous pourriez avoir, par exemple, vous, en tant que transporteur? Je comprends bien que plus vous transportez, plus vous gagnez de l'argent. Cependant, est-ce que ça a beaucoup de sens, par exemple, d'emmener du bois jusqu'à l'autre bout de la planète pour la ramener sous forme de meubles? Et quel levier vous auriez pour je dirais, diminuer votre trafic et ces échanges de marchandises? La question est effectivement bonne et mérite d'être posée. Nous sommes transporteurs maritimes de notre côté, donc on répond à une demande de nos clients. C'est pas nous qui décidons vraiment de transporter tel bois de tel endroit à tel endroit. Il y a un besoin, on y répond au même titre que d'autres armateurs. La chance qu'on a, et on l'a vu notamment avec la crise géopolitique et commerciale qu'on peut connaître ces derniers mois, c'est que nos assets sont des navires et donc ils sont profondément mobiles. On peut s'adapter en quelques jours, en quelques semaines, aux nouveaux flux et à cette fameuse demande de nos clients. Donc si demain les modes de consommation changent, CMA-CGM continuera à transporter et s'adaptera à ça pour répondre au mieux à ses clients, ce qui est dans l'ADN du groupe. On est connu pour nos gros navires et les gros trades et les grandes lignes qu'on peut avoir. On a aussi des marques régionales dans le monde qui font des parcours beaucoup plus petits. Donc cette notion d'économie circulaire et de régionalisation est présente chez nous. Certaines études pourraient penser que ce phénomène serait plus ancré et accentué aujourd'hui qu'il ne l'est en réalité, mais nous on est vraiment prêts à s'adapter à tout, en l'occurrence. Oui, il y a effectivement en fait beaucoup d'aberrations en termes à la fois de consommation et puis de circuits qui sont complètement, quand on voit, il y a des conteneurs qui arrivent de Nouvelle-Zélande, alors qu'il y a beaucoup d'aberrations en termes de miles, tellement, et d'ailleurs même pour faire de l'exportation depuis les Antilles françaises, juste même pour aller sur le Canada, il y a souvent justement des flux qui passent par l'Europe, ensuite qui reviennent sur l'Amérique du Nord. Donc il y a vraiment il y a vraiment en fait des voies à reprendre. Il y a des hubs à mettre en place aussi. Il y a des flux intelligents à mettre en place. Il y a beaucoup d'aberrations. Il y a, par exemple, c'est un exemple qui me vient à l'esprit, c'est ce qu'on appelle les PCF, c'est les postes de consommation aux frontières, les PCF. Donc pour qu'une marchandise puisse être mise à la consommation en Martinique, il faut d'abord en fait qu'elle passe par le Havre et ensuite qu'elle revienne. Donc comme vous le disiez très justement, c'est effectivement la meilleure énergie, c'est celle qu'on n'a pas consommée. Et donc je crois qu'il faut être, c'est à la fois du bon sens, c'est une prise de conscience générale à avoir, et puis moi je prône le nearshoring, hein, donc c'est vraiment en fait la consommation de proximité et qui éviterait effectivement en fait, c'est une voie intelligente, c'est une voie vertueuse sur laquelle il faut tabler, sur laquelle il faut travailler, et avec une approche vraiment écologique. Espèce de commentaire, parce que ça me fait penser à la déclaration d'une très très jeune économiste de 3 ans et demi qui est ma fille, et qui me disait que les kiwis c'était pas très très bien du tout et qu'il fallait pas qu'ils viennent de Nouvelle-Zélande, et donc elle m'interdit de manger des kiwis. Jean-Vincent, pour terminer. Alors il y a des kiwis français, mais pas ceux-là. Elle veut pas que je mange ceux de Nouvelle-Zélande que ma femme a acheté, donc si vous voulez, je suis très embêté. Jean-Vincent Dujoncourt, revue Jeune Marine. En synthétisant, il n'y a pas de solution miracle sur l'étagère. Il en existe une, c'est le Vélic, mais qui sera destiné à un marché de niche et de petits navires faiblement chargés et légers. Il y a une autre solution qui est... Alors, je reviens, créer une filière industrielle. L'histoire nous apprend qu'il faut 30 ans. On est en 2025, on ne sera jamais prêt.
Bizarrement, personne n'en parle, à part certaines startups très poussées, une technologie qu'on maîtrise complètement, mais qui nécessite une acceptation de la population, c'est la propulsion nucléaire. Et la propulsion nucléaire, je peux vous garantir, il y a eu des conférences dans cette école, il y a des startups qui sont vraiment très à la pointe, il y a maintenant des gros armateurs qui s'y intéressent, et ça serait une des solutions fiables, pas chères, et dans le long terme. Bizarrement, CMA-CGM n'en a jamais parlé, n'a pas mis de billes là-dedans, alors qu'elle a mis des billes partout. Donc juste ma question, elle s'adresse à la CMA-CGM. On a beaucoup de billes, mais pas non plus limitées, donc effectivement, on ne peut pas les mettre vraiment partout. Et pour autant, c'est un sujet qui est suivi. Je parlais du carbone capture tout à l'heure, et c'est un peu le même constat pour le nucléaire. Notre direction R&D suit ça de près. On a aussi une autre entité, la Coalition pour les nouvelles énergies, qui, en association avec d'autres corporates et industriels, suit ça. On a été en contact avec de nombreuses startups. On a la chance en France, un peu comme sur le VEDIC, d'avoir beaucoup de startups qui travaillent sur le sujet, qui sont à la pointe, même si vivent un moment un petit peu compliqué là, ces derniers mois. Donc je vous rassure, on le suit, ce sujet-là. Techniquement, je pense que ça peut être... il y a un certain nombre de difficultés quand même qui existent. On ne peut pas simplement dupliquer ce qu'il y a dans le militaire et le mettre dans le civil. Donc il y a quand même des leviers à lever, mais ça serait là encore jouable. Mais vous l'avez dit, c'est en termes de population, de réglementation, d'acceptation, même de risque de piraterie. Ça pose un certain nombre de questions énormes. Et un seul armateur ne peut pas, enfin seuls les armateurs ne peuvent pas faire bouger les lignes. Il faut vraiment qu'il y ait un cadre global qui puisse évoluer. J'ai parlé tout à l'heure de l'importance de l'agilité pour nos navires qui peuvent changer de ligne de quelques jours, quelques semaines après. Si on perd cette agilité avec le nucléaire, parce qu'il n'y a que 5-6 pays dans le monde qui acceptent de recevoir des navires à propulsion nucléaire dans leur port, qui doivent être par ailleurs certifiés, etc. Donc la question est malheureusement très complexe, mais je vous rassure, CMA-CGM suit le sujet et ne veut pas laisser passer ce train-là. Parfait. Écoutez, merci pour tout ça. Moi, je pensais avoir une conclusion, une transition très simple avec le vent, après la question de Michel. Et puis finalement, on passe au nucléaire. Je propose sur ces paroles-là de faire une petite pause, mais avant ça, d'applaudir les intervenants et de les remercier. Sur le nucléaire, la voile, la logistique comme vous le souhaitez pendant la pause, pendant 10 minutes simplement, pas 15, 10. On prendra donc à 25 maximum, si on peut être là à 20 c'est encore mieux. Et puis donc on parlera du retour du transport vélique. Et pour ceux qui souhaiteraient rester dans la salle, M. Florentini avait préparé un petit film, et donc il va vous être diffusé pour que vous puissiez mieux connaître vos activités. Merci à tous les trois. À nos trois intervenants précédents, merci aussi à Jean-Vincent d'avoir un peu éconduit cette transition qui était toute faite vers le retour du transport vélique. Même punition, messieurs, je vais vous proposer de vous poser des questions assez simples pour obtenir des réponses courtes. Pour permettre à midi 5 pile, à Michel Dejoyaux de nous faire la conclusion de cette matinée. Je sais aussi qu'il y a des slides que vous souhaitiez passer, c'est pour Antoine Jarry-Lacombe et pour Guillaume Legrand. Donc je vous laisse évidemment la possibilité de les passer, je crois que Anna a déjà prévu de le faire, pour les différentes présentations. Peut-être qu'on peut commencer par là, pour que Guillaume, tu nous présentes ton activité en 3 chiffres, et puis ensuite on passera aux autres panélistes. J'ai dit 3 chiffres, Guillaume. Bonjour à tous, merci François. Transocéanique Wind Transport, 2011-2025, ça fait 14 ans qu'on fait du transport à la voile, en propulsion principale, 2 navires en exploitation, Anemos, Artemis. Et une information, puisque vous êtes venus ici, et merci de votre présence, normalement, weather allowing, Artemis accoste à 150 mètres d'ici dans la nuit de mercredi à jeudi. Donc on sera ravis de le voir et puis rejoigne, on va dire, le côté très œcuménique, très rassembleur qu'il y a autour de cette transat Café Laure Le Havre Normandie. 5000 tonnes de CO2 par an économisées par navire environ.
Aujourd'hui, nous sommes 60 et on attend 6 navires, sister ships complémentaires. Atlantis, le numéro 3, est attendu au tournant de mars-avril 2026. Ça faisait plus de 3 chiffres, mais j'en reste là. Merci François. Tu peux passer. Bonjour à tous, Antoine Zariacon de la société Merconcept à Concarneau. Donc en 3 chiffres ou 3 points pour présenter Merconcept, donc 3 grandes activités, l'exploitation de bateaux de course au large. Donc là on a 3 écuries qui sont présentes sur le Transat Café Or, le trimaran Ultime SVR Lazartigue, l'Ocean 50 Upwind by Merconcept et l'IMOCA Massif. La deuxième activité c'est la construction de ces bateaux-là, donc des bateaux de course au large. Et la troisième, celle qui explique ma présence ici, la mobilité maritime, donc le transfert de technologie, donc toute la matière grise qui a été mise au service de la course au large, utiliser cette matière grise pour décarboner le transport maritime. Et le troisième point, c'est la filière française, donc on est fiers de faire partie de cette filière émergente du transport vélique, avec des associations comme Winship, des armateurs comme Todt, comme Vela. Donc ça, c'est vraiment trois points très importants. Donc les activités principales de Merconcept, le transfert de technologie et le soutien et la participation active à la filière française du transport vélo. Oui, alors, merci beaucoup pour cet exercice, qui n'est pas commun pour les tables rondes, mais écoutez, ça permet de réfléchir. Alors mes 3 chiffres. Alors le premier, c'est 1. Il y a un pacte vélique qui existe entre la filière vélique et l'État, qui a été signé par 2 ministres en 2024. Et il n'y en a pas tant que ça, des accords avec une filière spécifique. Un accord pour aller plus loin et pour favoriser la propulsion vélique. Ça, c'est mon premier chiffre. Mon deuxième chiffre, c'est 10. Alors, sur 29. Il faut savoir que l'État finance avec plusieurs milliards, un projet qui s'appelle France 2030, qui au départ, c'est un projet qui va financer l'innovation et favoriser la réindustrialisation. Bon bref, ramener de l'industrie en France. Et sur ces milliards, il y a une partie qui est allée à l'innovation du monde maritime. Sur 29 appels à manifestation d'intérêt du Corimer, sur 29, liés au maritime, 10 sont liés à des projets véliques. C'est-à-dire qu'un tiers de l'innovation financée par l'État via le Corimer, c'est sur du vélique. Ce qui veut dire que on aime le vélique, mais surtout que le vélique est innovant, parce qu'il va quelque part, il est plus de fois éligible à ce genre de choses et élu à ce genre de choses, lauréat à ce genre de choses que l'hydrogène ou d'autres types d'innovation maritime. Et le dernier chiffre, c'est 90 millions d'euros. Et les 90 millions d'euros, c'est ce que prévoit le CIMER pour financer la décarbonation. Et quand on a une R&D du maritime, dont un tiers en France va au vélique, j'ai pas de doute que si ces 90 millions arrivent pour décarboner le maritime, une grande partie ira au vélique au regard de son innovation et de sa maturité aujourd'hui. Ça, c'est mes chiffres. Sachant que les 90 millions, dans les jours qui viennent, on saura s'ils viennent vraiment, vu qu'il y a des négociations au Parlement. Voilà. Merci Alan et merci pour vos présentations à tous les 3 de ces activités en chiffres. On en passe à votre conception de la décarbonation. Elle va être un petit peu différente sans doute de ce qu'on a entendu à la table ronde précédente, peut-être plus concrète. Guillaume, tu as régulièrement l'occasion de t'en exprimer. Je t'en prie, quelle est ta vision de la décarbonation aujourd'hui et comment tu la concrétises? Merci beaucoup François. Le transport maritime, c'est le plus important, c'est l'éléphant dans le couloir des transports, c'est 90% des volumes. Pendant très longtemps, la décarbonation du maritime n'était même pas un sujet, parce que le transport maritime est déjà, très naturellement, par des effets d'échelle, le transport le plus décarboné et de loin, par rapport à la route et l'aviation. La route et l'aviation, je ne suis pas spécialiste, mais présentent des spécificités de pouvoir être soit branché à des câbles de recharge quand on s'électrifie dans les flottes
voiture ou camion, par exemple. Je ne parle pas du train, je connais encore moins, mais bref, les avions, vous le savez, sont très ambitieux sur tout ce qui est SAF, Sustainable Aviation Fuel. Les avions, entre guillemets, ont une capacité à payer, étant un parent moins pauvre à l'unité transportée que l'est le transport maritime. Donc le premier constat qu'il faut bien garder en tête, c'est que l'industrie du transport maritime, elle est absolument massifiée, elle est, depuis qu'elle existe, nivelée par le bas, c'est même son histoire, socialement, le moins de marins possible, payer le moins cher possible, avec des déterritorialisations, les jeux du pavillon, etc. Et le moins, alors n'en déplaise aux récentes avancées historiques à l'OMI, qui ont été complètement torpillées, comme vous l'avez sûrement suivi la semaine dernière par l'administration US, c'est aussi le transport, puisque massifié, le moins régulé dans les eaux internationales, où finalement la souveraineté des États s'arrête. Alors on essaie via des systèmes européens, ou effectivement à l'OMI avec des plans, souvent à 2050, d'ailleurs très ambitieux, très loin, très ambitieux. Et on se rend compte que finalement les jalons qui nous y mènent, comme des portes, sont loupées successivement les uns après les autres. Pourquoi ? Le transport maritime, au-delà de son nivellement par le bas que j'évoquais, il est également nivelé par le bas niveau prix. Il brûle le bunker, chacun sait ce que c'est le bunker, combien ça coûte, d'où ça vient, quelles sont ses externalités négatives. On parle de CO2, je crois qu'on ne peut pas que parler de CO2, il y a d'autres gaz issus du bunker, issus du GNL par exemple. N'oublions pas que les océans sont gigantesques, n'oublions pas que les déplacements des navires sont absolument gigantesques, et la décarbonation d'un carburant dont le coût marginal est quasi nul par rapport au service qu'il nous rend, et dans la dépendance totale qu'on a, le transport maritime n'est pas que le symbole de la mondialisation, il est la mondialisation, il est les chaînes sous vos fesses, il est les vestes sur vos épaules, il est le micro, pareil pour moi, il est partout autour de nous. Donc ce coût unitaire marginal quasi nul qu'est le transport maritime repose sur un pétrole peu cher. Actuellement, les taux de fret sont très peu chers, on parle de $800, le 40 pieds export US, on parle de barils voilà, très peu chers aussi par rapport aux différentes tendances. Imaginez, puisque c'est quand même ce qui nous est promis comme seul avenir, semble-t-il, que de nouveaux carburants, GNL, ammoniac, hydrogène, j'en passe, et des meilleurs, méthanol, deviendront très rapidement, demain matin, une solution très facile à adapter, massivement, qui se reproduit très massivement, et qui nous permet finalement de dormir assez tranquille, puisque comme par magie, on fait fi de Lavoisier, on fait fi des sciences physiques chimiques au passage, et de la réalité de notre planète. On se dit que c'est pas trop notre sujet dans le maritime, c'est plutôt le sujet des énergéticiens, parce que nous demain on sera, vous voyez les grandes annonces, nous j'ai des navires en méthanol, j'ai des navires, regardez précisément, ils sont méthanol ready, il n'y a pas une goutte de méthanol dedans, de même que dans le GNL, il n'y a pas de biogénel du tout. On a parlé de 10 tonnes il y a 3 ans, ce qui fait bien moins que l'équivalent de ce que fait en une semaine un voilier cargo ici. Donc le maritime est un transport complètement différent des autres, en ce qu'il est gigantesque sur des océans énormes et n'a pas de solution miraculeuse, quoi qu'on veuille y croire ensemble, parce qu'en tant que civilisation, vous connaissez les grands destins des grandes civilisations, on aime bien croire à la fois dans les messies qui viennent nous sauver, ces fameux carburants, et puis jusqu'au bout, jusqu'au crash final, de toute façon on va y aller en croyant que les arbres atteignent le ciel et que la croissance est infinie. Nous on pose ce double constat et on se dit, soyons sérieux, est-ce qu'on veut vraiment décarboner ? Donc on dit oui. On se rend compte que depuis des siècles et des siècles, les vents qui sont abondants, qui sont devenus prédictibles, sont toujours aussi abondants, toujours aussi utiles si on sait les canaliser pour les transformer en propulsion, sans le truchement des pertes de rendement. Si vous avez vu ce petit schéma, on mettrait une éolienne qui ferait de l'électrolyse, qui ferait de l'hydrogène, qui brûlerait, qui ferait de l'électricité, qui ferait ensuite de l'énergie. En fait, on fait en gros 0,2 x 0,1 x 0,5 x 0,2 x 0,1. Et au final, c'est ce que serait un rendement éolien. Le rendement vélique, il est direct. Il est 0,6, 0,7 en tout. Je dis vélique et non pas éolique, je permets, puisque devant Michel Desjoyaux, comment ne pas parler d'allure, il est fondamental, en tout cas dans notre vision technique, de parler de navigation au portant. Nous, on est 70% du temps au portant. Donc on propose, et j'arrête là François, une solution d'une flotte de navires, il y en a 2, puis 8, qui sont des navires d'une capacité de 1200 tonnes, qui sont exploités actuellement en transocéanique, qui ont des bilans carbone, on va l'annoncer là tout à l'heure, à plutôt 1,5 g de CO2 par tonne par kilomètre.
Un PC de 10 000 boîtes, un porte-conteneur de 10 000 EVP, c'est environ 30, 40. Donc nous, on est à 1,5. Voilà où on se situe sur les routes comparables. Un petit porte-conteneur de 150 EVP, si on prenait à peu près le même flotteur que ce que nous avons, est plutôt de l'ordre de 150 à 200 grammes CO2 tonnes kilomètre. Et le Vélic n'est pas qu'un appendice, qu'un joujou, qu'une cerise sur le gâteau, un amusement de R&D ou une espèce de jeu intellectuel autour de nos fantasmes, des siècles qui passent, des sportifs et les grands héros modernes, nos gladiateurs que sont les skippers au large. C'est en fait la seule solution de réellement décarboner des transports maritimes, aussi contre-intuitif que ça puisse paraître, aussi anachronique que ça puisse paraître. Le seul transport décarboné aujourd'hui, il est à la voile. Les perspectives de développement d'une flotte et des volumes, c'est à la voile. La décarbonation, elle est à la voile. Le reste, c'est nulle part. Merci Guillaume pour cette approche très, très tranchée. Alors, tu parlais de Lavoisier et de certaines lois. On a parlé aussi tout à l'heure de lois plus économiques et la loi de l'offre et de la demande. Est-ce que, Antoine, il y a des choses qui permettent de nuancer cet aphorisme qui, voilà, c'est la seule véritable décarbonation, c'est par le Vélic, ou l'éolique. Comment on voit les choses du côté de Merconcept? Alors, je ne serai pas aussi direct que Guillaume. Moi, je souhaiterais prendre un petit pas de recul, parce que ça s'appelle le retour de la propulsion vélique. Donc, la propulsion vélique, ça a été utilisé pendant des centaines d'années. Le vent, c'est une énergie qui est disponible gratuitement sur Terre depuis qu'elle existe. Et on a eu une petite parenthèse pendant une petite centaine d'années de mettre la voile de côté pour la marine marchande, pour le transport de marchandises ou de personnes. Et aujourd'hui, on se rend compte que cette énergie, elle est toujours là, elle est gratuite, donc il faut l'utiliser. Donc on a arrêté de l'utiliser pour la marine marchande pendant une centaine d'années, mais on a continué à développer ces technologies-là, donc grâce à la course au large, à la plaisance. Donc on a continué à avancer technologiquement pour utiliser le vent le mieux possible. Donc on parlait de chiffres, donc là on optimise les profils aéronautiques, les profils d'aile, l'aviation a aidé aussi. Donc on est dans une démarche d'optimiser l'utilisation de cette énergie. Donc ça c'est vraiment les 20-50 dernières années en course au large. Et on arrive à un point où on a développé beaucoup de choses qui nous permettent d'être très efficaces et de le transférer, de l'utiliser pour transporter des marchandises et donc décarboner le transport maritime. Ça c'est un point très important parce qu'après on va utiliser toutes les méthodes qu'on a développées dans la course au large pour optimiser. Donc quand on parle d'optimisation, c'est de la performance, de l'efficacité énergétique, mais aussi de la sécurité à bord, puisque on parle de marins qui travaillent, qui vont traverser les océans, quelle que soit la météo. Donc il faut leur apporter des outils qui soient à la fois efficaces, mais aussi safe dans l'utilisation. Un autre point qui est important pour ramener la propulsion vélique à l'ordre du jour et l'utiliser à grande échelle, c'est la formation. Donc on est quand même dans un lieu important pour cela. La formation et l'éducation. Donc des usagers, des armateurs, des financiers. Et tout ça, ça fait un environnement, une filière. Donc on est tous là autour de la table, les personnes présentes, très impliquées là-dedans, mais comme on sait qu'une filière, ça a été cité tout à l'heure, ça met 30 ans à être vraiment efficace, et ben, il faut mettre les bouchées doubles à tous les niveaux pour y arriver. Ensuite, une problématique assez importante au niveau global, c'est l'usage. C'est effectivement, on transporte énormément de marchandises. La majorité des marchandises qu'on consomme aujourd'hui sont transportées sur la mer. Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Ça a été cité tout à l'heure avec l'exemple du bois. Est-ce qu'il ne faut pas ralentir un petit peu ce volume de marchandises? C'est le premier volet de décarbonation. Et ensuite, on utilise une énergie propre pour la transporter. Et on commence à arriver à quelque chose de logique. Merci. Merci Antoine. Deux idées qui viennent sur le ralentissement, mais aussi sur l'intégration, parce que Guillaume a eu cette vie-là aussi avant, c'est la capacité à produire, et finalement on peut faire des analogies entre CMS, CGM et des histoires qu'on a pu connaître en France,
quelques siècles, mais la grande force qu'on avait dans certaines compagnies maritimes, c'était aussi la capacité à produire sur place. Alors c'était un autre temps, c'était une autre histoire, c'était aussi une histoire évidemment tout à fait regrettable, celle tragique, celle du commerce triangulaire, mais qui a amené aussi à intégrer un certain nombre de productions et donc possiblement à les limiter pour répondre à la question qui était posée. Je profite sur la partie formation pour dire que si la formation que nous organisons à partir du 3 novembre n'est pas pourvue en totalité, je souhaite l'annoncer ici devant tout le monde, moi je ne l'organiserai plus. C'est-à-dire que le NSM abandonnera la formation vélique. Je crois qu'il y a des médias dans la salle, donc que ce soit dit à l'ensemble des acteurs de la filière. Je veux le dire aussi pour la partie hydrogène et pour toutes les formations qu'on lance, ça coûte de l'argent. Et donc si les acteurs de la filière sont véritablement intéressés par la formation, il faudra continuer à venir à ces formations. Sans ça, nous on n'en fera plus, et puis il y aura des formations sans doute de très grande qualité à l'extérieur, à l'étranger, dans nos types de centres, on perdra cette compétence, ce qui sera dommage. Ça fait 2 fois, et donc cette deuxième fois, si la formation n'est pas complètement remplie, je suis désolé de le dire, mais le NSM n'en proposera plus, ce qui est un petit peu dommage avec une ministre chargée de la mer qui est une ancienne navigatrice, mais je communiquerai là-dessus en début de semaine prochaine, une fois qu'on aura clôturé les inscriptions. Alan, la décarbonation, elle est complètement vélique, elle est à un tiers vélique, elle est comme le Corimère, elle est... Non, juste, il y avait normalement dans la table ronde un moment où il fallait dire que 3 mots. C'est à la fin, c'est à un moment donné. C'est un truc. Et c'est très difficile de passer après M. Legrand. Je veux dire, l'avoir mis en premier, stratégiquement, je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Il fallait peut-être le mettre en dernier pour qu'il conclue. Sachant qu'il n'a pas tenu les 3 mots. Parfait. On se connaît depuis 20 ans, c'est toujours comme ça. Donc, il y avait 3 idées à exposer. La première, je voulais parler aux élèves ingénieurs de cette école et aux armateurs. Il faut préparer les navires au refit. Il faut faire en sorte que les navires neufs qui sortent aujourd'hui, s'ils n'ont pas une voile ou une aile, qu'on puisse en mettre une dessus. Parce que, alors je vous ai dit qu'il y avait une réglementation à Londres qui a été ajournée la semaine dernière, mais il y a d'autres textes. Et il y a d'autres cadres réglementaires. On a un cadre réglementaire européen qui s'appelle Fit for 55. Et dans ce paquet, parce que la réglementation européenne c'est par paquet, il y a un texte qui s'appelle Fuel EU. Et Fuel EU, il est en vigueur. Aujourd'hui, en 2025, le fuel qu'on utilise sur les navires, il doit avoir en intensité carbone moins de 2% par rapport à ce qu'il était il y a quelques années. Je crois que c'est 2008, mais je me trompe peut-être. C'est moins 7% en 2030. On ne saura plus faire avec du gasoil classique. C'est pas possible. Si la réglementation européenne est appliquée, et elle le sera, j'ai rarement vu un texte européen ne pas être appliqué. Je dis rarement, M. Legrand. Même quand il ne parle pas, il interagit. C'est terrible. Donc, il faudra qu'en 2030, il y ait d'autres solutions. Soit il y ait du bio, dont on a parlé lors de la table ronde tout à l'heure, mais le bio, il ne faut pas se leurrer. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Il y en aura sans doute pour les véhicules terrestres, les camions. Après, l'aérien et le maritime vont se battre, et l'aérien a déjà pris une longueur d'avance sur le maritime. Les grandes compagnies aériennes ont fait des systèmes de pooling, et ils ont déjà acheté aux fournisseurs sur les 10 prochaines années. Donc je pense que les grands transporteurs maritimes ont un peu de retard sur le bio, donc il n'y aura pas assez de bio, qui est plus cher, bien sûr, que le carburant actuel. Le combustible dont vous parliez, à mon avis, les prix seront stratosphériques. Donc, en 2030, à part rajouter une voile, pour faire baisser l'intensité carbone du navire, je ne vois pas beaucoup d'autres solutions. Il y en aura, sans doute. Mais pour moi, le vélique, c'est ce qui va pouvoir faire passer la transition réglementaire, au moins, dans les années qui viennent. Et en 2030, je pense qu'on verra plus de navires avec des voiles, des navires qui n'ont pas été conçus au départ avec des voiles, mais sur lesquels, des gaziers peut-être, des pétroliers, des vraquiers, sur lesquels on aura mis sur le pont des renforts pour pouvoir, dans les années prochaines,
pouvoir mettre une aile ou une voile. J'en suis intimement convaincu. Parce qu'il n'y aura pas le choix. Parce que les navires, ils seront détenus quand ils arriveront dans le port s'ils n'ont pas le bon carburant ou le bon certificat. Donc, premier message, préparez les navires neufs aujourd'hui au refit s'ils n'ont pas déjà une voile. Je pense qu'il faut aussi communiquer sur le RETEX. Là, on parle de Vélic, il y a une course qui est derrière, on trouve ça tous formidable, mais il faut savoir sur les 100 000 navires de commerce qu'il y a aujourd'hui, vous êtes 100, 110 navires à avoir des voiles, que ce soit en refit ou en propulsion principale. Enfin, c'est une goutte d'eau. Et quand j'entends des gens comme M. Legrand ou d'autres dire il faut y aller à l'OMI, il faut qu'il y ait quelque chose pour nous, ce qui est déjà fait, hein. Au vu du nombre de navires dont on parle, c'est déjà un semi-exploit qu'on parle du Vélic dans les textes à l'OMI, hein, que ce soit bien clair. Et on en parle. Et c'est parce qu'il y a des gens comme vous, parce que la filière communique beaucoup. Et donc, il faut communiquer sur les RETEX. Vous êtes une filière jeune, vous êtes des navires relativement neufs, il faut être capable de dire haut et fort combien on économise en un an. Mon navire, il consomme tant, s'il n'avait pas eu de voile, ou s'il n'était pas conçu à la voile principale, voilà combien il consommerait. Je pense que c'est primordial. Alors normalement, je devrais au prochain MEPC en 84 pouvoir communiquer sur le sujet avec au moins un armateur et un fabricant en intercession, mais il faut absolument communiquer et dire combien on gagne. Donc c'est communiquer. Et puis enfin, alors là je voulais dire ne pas oublier la pêche, là les petits navires, avec des systèmes où on demande hélas peu de formation, mais qui peuvent être utilisés à la pêche. Je dis hélas parce qu'on est dans une école. Il y a des systèmes qui seraient tout à fait adaptés à ce système-là. Et tout à l'heure, j'ai entendu que la voile était prévue pour des navires de taille intermédiaire. Non, on peut mettre des voiles sur des navires qui font 200 mètres. Il faut juste que la voile soit adaptée et qu'il y ait les renforts qu'il faut pour les mettre. Voilà. Et c'est quelque chose qui est mis après. On parle beaucoup du canopé, qui est formidable, qui est une vitrine, qui est capable de dire combien il consommait sans les voiles, parce qu'il a fait plusieurs traversées, une dizaine de traversées sans voile, et combien il a été capable d'économiser après. Voilà. C'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en valeur. Ça, c'est pour les 3 points. Merci beaucoup, Alan, et merci à tous les 3. Je retiens quelques idées, celle de la formation, celle de la communication. Avec Guillaume, on ne sera pas complètement d'accord sur la capacité à occuper le terrain sur un mix énergétique, mais chacun son rôle. Je pense que vous avez brossé à 3 les principaux enjeux qui sont liés au Vélic, et c'est une formule qui avait été utilisée il y a quelques années. Il y a 10 ans, le Vélic c'était du folklore. Il y a 5 ans, c'était de l'artisanat. Aujourd'hui, c'est une industrie. Et personne peut dire le contraire. On a aujourd'hui une industrie, on doit être fier en France, quel que soit le discours qui est tenu, un discours qui est sur une propulsion auxiliaire, une propulsion principale, en opposition avec un certain nombre d'énergies, mais on peut être fier de ça. On peut être fier aussi de savoir que c'est en partie au Havre que ça se passe, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se passent au Havre, et que Tout, armateur français, a marqué le Havre sur ces navires. C'est une vraie chance. Et puis, comment la course au large, ce que vous disiez, a pu amener à d'autres types de concepts. On sait combien l'implication des associés, François Gabard, a amené aussi à reprendre des automatismes de la course au large, et combien, comme tu l'as très bien dit, Alan, la réglementation permet l'accompagnement de ce secteur, qui n'est pas simple, parce que tu nous as épargné toute la dimension de la Commission centrale de sécurité et les différents défis qui existent, mais pour les avoir suivis d'assez près sur l'obtention du RIF pour Anemos, il est clair que ce n'est pas des questions qu'on pose très simplement. Il y a des enjeux de risque pour quiconque a déjà signé un permis de navigation, c'est mon cas. C'est vous qui prenez le risque. Et le risque, vous l'avez à vie. C'est-à-dire que si le navire, à un moment, connaît le moindre problème, l'armateur connaît ce risque, mais l'État, qui est garant
de la continuité de l'action publique le connaît aussi. Bien, je vous propose de passer à 10 minutes de questions, puisqu'on a pensé pas mal de choses dans cette table ronde autour du VELIC. 10 minutes de questions avant de laisser la parole à Michel Dejoyaux pour la clôture de cette matinale de la décarbonation. Ah, nucléaire, on va peut-être commencer par monsieur, si tu me permets. Merci beaucoup. Bonjour, David Gauthier-Boutoine, je suis en formation à l'école polytechnique sur les énergies renouvelables. J'ai une question, juste là on est en franco-français, qu'en est-il de la concurrence étrangère sur le VELIC justement? Merci. C'est moi qui réponds. Merci. Oui, il y a une concurrence. Il y a une concurrence très importante pour une raison simple, c'est qu'on construit beaucoup moins de navires que la Chine et la Corée. Et les fabricants là-bas, quand on leur dit que pour mettre une voile ou une aile, le fabricant il est français, il faut soit amener le matériel, il faut imaginer donc, il faut s'organiser pour que l'industrie française puisse fabriquer en Chine, ou alors faire en sorte qu'on construise des bateaux chez nous. Je pense que en termes de conception, on est encore en avance, en termes de R&D, on est encore en avance, mais on se fait rattraper. Il y a un deuxième aspect, c'est qu'on est trop riche en termes de fabricants, de conception. D'autres pays européens, l'Espagne, mais aussi la Hollande, ont des systèmes, mais ils en ont un. Et donc l'État l'aide ce fabricant ou ce concepteur d'ailes ou de voiles. Nous, on en a beaucoup. Et donc, soit on fait comme en Chine, on choisit ce fabricant-là ou ce carburant-là, ou alors on fait ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on fait neutralité technologique et neutralité... mais voilà, on est un peu riche et donc on aide un peu tout le monde. Mais en effet, il y a la concurrence, on va dire, des autres pays, et là, existe. Et je pense que c'est celle de la Chine qui sera la plus difficile à contrer, parce que c'est eux qui construisent les navires. Et qui tiennent le discours le plus offensif en matière d'énergie renouvelable. Il faut être clair sur ce qu'on a entendu aux Nations Unies il y a quelques semaines. On a l'impression Micro, s'il vous plaît. Pardon. La Chine tient ses objectifs et quand on entend la déclaration du représentant chinois à l'ONU, on a parfois l'impression d'être du mauvais côté de la planète. C'est à la différence de notre vision atlantiste qu'on a pu avoir pendant des années, ce qui a été décrit, des méthodes absolument ignobles qui sont répercutées jusque dans les organisations internationales pour faire des menaces sur les représentants nationaux. La Chine, de son côté, a un programme de développement durable lié aussi aux énergies marines, et donc il n'y a pas de raison qu'elle ne le tienne pas, il n'y a pas de raison non plus qu'elle le tienne et qu'on regarde ça de manière béate en disant qu'est-ce qu'ils sont forts. On a une vision de la planification qui est très diffuse, qui s'explique par un volet territorial, la place des pôles de compétitivité, je disais Le Havre, il se passe quelque chose au Havre sur la partie vélique, mais il se passe aussi quelque chose dans le bassin nazérien, c'est évident. Il y a quelque chose qui se passe aussi à Lorient avec l'activité historique de Rima. Bien entendu, la partie vélique, Michel, tu en parleras sur la Bretagne Sud avec Port-la-Forêt. Tout ça, ça montre aussi la complémentarité qu'on doit faire valoir, et je pense effectivement, je disais tout à l'heure que j'attendais beaucoup de l'État, je pense que l'État en est le garant. Jean-Vincent. Oui, une nouvelle fois, je vais être un peu encore le poil à gratter, là. Mais bon, juste pour Antoine Jarry-Lacombe, on n'a pas attendu la plaisance et la course au large pour faire des progrès en maritime. Le rotor Flettner, ça date de 1930, entre autres. Alors le rotor Flettner, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le commandant Cousteau l'a utilisé pour l'Alcyon. Voilà, c'est un certain âge. Entre autres choses, sur les 100 navires actuellement en service dans le monde, il y a à peu près 40 avec des systèmes style Flettner de rotor, 40%, 43% avec des ailes rigides ou semi-rigides. Il n'y a que 4%, il n'y a en fait que 4 navires équipés d'assistance vélique avec des kites. Alors le kite c'est très bien, c'est entre guillemets photogénique, mais ça ne marche pas physiquement, c'est flagrant. C'est une aberration de sponsoriser ce système-là. Donc voilà, ça c'est mon avis personnel.
Dernière chose, mon activité de journaliste dans diverses activités, j'ai fréquenté pas mal tous les intervenants du Vélic. Ils sont très forts, ils chassent entre guillemets en meute, mais ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Dernièrement, il y a eu une conférence au Havre sur le transport Vélic et la députée du Havre, Agnès Firmin-Lebaudot, qui porte cette loi sur le Vélic, la première chose qu'elle a dit, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la définition du Vélic, entre le Vélic et l'assistance Vélic. Donc ça, c'est déjà un gros problème, chacun tire un peu à lui et à Dia, tire sa couverture à soi, et je reçois l'avis d'Alain de Simoneau, on est un peu trop riche sur l'affaire, quoi, quand même. Hein. Et puis, dernière chose, une petite pointe positive, quand même, un armement qui s'appelle Ransel, qui, je trouve, est très pragmatique dans son développement, a chiffré le surcoût du Vélic par rapport à un transport sur un 24 000 watts à 15 centimes par tablette de chocolat. Donc, il faut que le public sache que en dépensant 15 centimes, c'est-à-dire pour moi un peu peanuts sur des chocolats haut de gamme, ben, on soutient le Vélic. Donc c'est une affaire de tous. Merci pour le poil à gratter. Comme je disais tout à l'heure, on n'a rien inventé. Le vent, on l'utilise avec des voiles depuis des centaines d'années. Donc on n'a pas la prétention de dire qu'on a ramené des nouvelles choses, et donc le rotor Flettner est un très bon exemple, il a existé. On peut dire la même chose avec les foils, les bateaux, enfin, une bonne partie des bateaux de course derrière nous ont des foils, et les foils ont été mis sur le bateau au début du 20e et essayés par plein de navigateurs. Donc c'est la société, elle avance par pas, par marche. Donc voilà, ça c'est un premier point de dire il y a des technos qui sont anciennes, qu'on remet au goût du jour. Il y en a d'autres concret, comme le kitesurf. Alors après, ça c'est un avis personnel, l'efficacité ou non d'une solution ou d'une autre. Le point de vue de Merconcept et le mien, c'est que toutes les solutions ont des spécificités et peuvent répondre à un besoin. Donc que ce soit le kite, que ce soit des ailes à profil épais, que ce soit des ailes souples, gonflables, rigides. Il y a plein de solutions sur le marché. C'est une force et une faiblesse de la filière française d'être un peu éparpillé, mais en même temps, on est en capacité de répondre à beaucoup de besoins. Parce que chaque armateur a son besoin, son type de navire, son type de route, avec les problématiques de météo, de chargement, etc. etc. Donc, c'est une force qu'on arrive à maintenir tout le monde, à faire avancer tout le monde, à les financer, à leur donner du temps et de l'argent pour se développer. Et pour apporter la preuve aux armateurs et aux financeurs que la solution, elle marche. Oui, elle est plus chère, ça on le sait, on va pas se... Mais elle fonctionne, donc allons-y, continuons à la soutenir. Et grâce à ça, peut-être qu'il y en a qui... Certaines solutions disparaîtront peut-être, mais au moins on aura utilisé et on aura recherché chaque solution pour essayer de mapper au mieux le transport maritime. Oui, alors je ne sais pas si j'ai dit trop riche, j'ai dit riche. Hein, voilà. Juste pour le kite, il y a eu des expériences sur des navires LDA, si je ne m'abuse. Hein, et en effet, on a bon, mis à part un article dans le Canard enchaîné, je ne sais pas si on a eu de réels rétex sur ce qui s'est passé. Par contre, ça va être utilisé aussi sur des navires de pêche de Cap Bourbon, des navires qui font 70 mètres pour aller pêcher la légine. Donc, ils l'utiliseront sur le trajet. Et comme pour tout, il faut faire un rétex au bout d'un an, voir combien on a économisé. Donc, là, on pourra dire si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Mais moi, cet outil-là, je ne sais pas si c'est efficace ou pas, mais en termes de refit, c'est un des plus faciles. Donc, je pense qu'il faut quand même l'essayer. Donc, je pense que le rétex du Cap Kersin à La Réunion et son utilisation sur des endroits où il y a beaucoup de vent, avoir ce retour d'expérience-là sera très utile. Oui, alors je vais faire, je ne sais pas si c'est une question ou une remarque, mais il se trouve que j'ai 77 ans, et j'ai découvert le monde de la voile, j'avais 7 ou 8 ans, et donc ça fait à peu près, on va dire, 60 ans, un peu plus de 60 ans que je fréquente le monde de la mer en tant que plaisancier, hein, essentiellement, et non pas professionnel de la mer, même si mon fils s'aligne sur la course, il va essayer d'être pas très loin derrière Desjoyaux, Michel Desjoyaux, à la prochaine sur les 40, les bateaux de 40 pieds.
Donc mon observation, c'est, en tant que plaisancier de longue date, on va dire, c'est le constat que certes, il y a des efforts de fait et c'est louable et remarquable de votre enthousiasme pour développer le transport vélique maritime, mais le monde de la plaisance, à mes yeux, depuis donc un peu plus de 50 ans, est passé au moteur. Et finalement, quand je vois finalement les bassins, notamment dans le patelin où je suis à côté de Saint-Malo, qui est un port de plaisance naturel, à Saubriac, eh bien les 2/3 des bateaux sont des bateaux à moteur, avec des moteurs hors bord qui sont fabriqués pas en France, hein, comme chacun sait, et qui utilisent effectivement du carburant. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe du côté de la plaisance? Alors, je vois que le transport maritime s'intéresse à la voile, et la plaisance, finalement, est en train de passer au moteur sur des semi-rigides et autres engins qui font beaucoup de bruit par ailleurs. Merci. Je me permets, je suis tout spécialiste de plaisance, il faut quand même donner tout ce crédit à la plaisance. Plaisance et course, c'est pareil, hein, la course c'est de la plaisance. La plaisance nous a permis, depuis la fin de l'âge des grands clippers jusqu'à encore aujourd'hui rien n'est fait, et ça me permet, c'est très intéressant, de garder cette survivance de ces technologies, de ce que sont un winch, un réa, de ce qu'est une drisse, un nerf de chute. Et donc la voile existe en plaisance et n'a pas cessé d'exister grâce à la plaisance, alors qu'elle a cessé d'exister dans la marine marchande. Et l'idée de pouvoir retrouver certaines pistes, certains chemins, certaines technologies qui ont été entre guillemets fiabilisées par la plaisance pour pouvoir les industrialiser. Une fois que ceci a été dit, la plaisance arrive à très vite en bout de périmètre technologique quand on veut parler de navires dont les déplacements n'ont plus rien à voir, dont les dimensionnements sont complètement différents, et la réglementation est tout autre. Il y a les fameux 500 UMS, donc qui font qu'en gros on passe réellement en cargo d'un point de vue réglementation, je ne sais pas si vous voulez dire, où tout par exemple doit passer en cette classification. Notre ferrure de barre de flèche doit par exemple préalablement être envoyée en 4 exemplaires, une fois elle est détruite, une fois elle passe à la meuleuse, une fois à l'échographie, et si ça passe pas, il faut en envoyer 4 autres après, y compris pour nos... Et on parlait tu parlais de l'Orima, de l'Orient et de toute cette... De la vallée des Fous et de tout ce qui se passe en Bretagne Sud. Je rappelle qu'avant le Havre, on était de Douarnenez. L'idée était évidemment de pouvoir utiliser ce laboratoire, de pouvoir ce bouillonnement vivant que permet la course au large pour essayer de s'en inspirer ou pas, au contraire, mais bien de passer dans quelque chose qui est complètement différent. Par exemple, nos mâts sont aussi fabriqués dans la base des sous-marins de l'Orient, chez l'Orima, comme la plupart des mâts qui sont là, sont sous notre contrôle. Ça a été un changement complet de culture, un changement complet de process, un changement complet de personnel, de réflexe, où pendant plusieurs mois, BV, pour notre société de classification, c'était complètement les feux dans les yeux. Enfin, il n'y avait plus rien qui était compris en face, et on passait pour un peu les empêcheurs de tourner en rond, marmar, etc. Parce que non, en fait, on sort du, entre guillemets, bricolage brillantissime, de génie, de Formule 1 des mers, etc., pour passer en phase industrielle, une véritable usine à mâts. Et c'est aussi vers ça que vient la plaisance, parce qu'il n'y a pas vraiment de coupure très nette dans le cas de Noma ou chez l'Orima en l'occurrence. Ça reste les mêmes drapeurs, les mêmes, et tous ceux qui connaissent la technologie carbone voient bien d'où ça vient. Et je me permets juste, ça me permet justement de répondre à le Vélic. Il n'y a pas un seul Vélic, il y a plein de Vélic, il est très protéiforme. Il ne faut pas s'attendre que le Vélic, ce soit un nouveau pétrole. On appuie sur un bouton, on perce un puits, il y a tout qui sort, et la solution est magique. On se le met en intraveineuse dans les veines, et ça marche très bien. On crée toute une civilisation de milliards de personnes comme ça. Le Vélic ne sera pas facile. Le Vélic sera protéiforme, et effectivement, va exister en fonction des différentes niches qu'il existe dans le maritime, parce que le maritime est un secteur de niche. Il faut également voir le Vélic à l'heure actuelle comme un secteur de pionnier. Pensez, je sais pas, à l'avion de Blériot, etc., par rapport à aujourd'hui un Airbus, ça n'a plus rien à voir. Un petit témoignage personnel, où nos navires actuels de la première génération sont intéressants pour effectivement mettre en valeur un marché spécifiquement labellisé, grain de sel par le 15 centimes par tablette, quand c'est transporté à la voile, c'est peut-être ça. Je me permets, j'ai pas le droit de le montrer, mais vous pouvez également au 52 quai Frissard venir sonner. Il y a un rhum exceptionnel, dont le bilan carbone est impeccable, qui représente également
l'agriculture de nos outre-mer, le Vélic non seulement ne sera pas une solution clé en main, il est en train d'évoluer dans une vraie dynamique. Nous, on développe par exemple grâce à un Corimer, un projet qui s'appelle 2SV2 pour pouvoir doubler les surfaces, naviguer au portant et occuper des navires tels que tankers, rouliers, oui tankers, oui gaziers, oui porte-conteneurs, que les technologies aujourd'hui ne permettent pas réellement d'avoir. C'est vrai au-dessus du pont, c'est vrai sous l'eau également, et c'est ce sur quoi nous on travaille d'ores et déjà sur une génération B. Donc n'attendons pas du Vélic un plug and play qui va marcher tout seul. La transition énergétique en général est compliquée. Il y a eu des tarifs de rachat dans l'éolien. Le bio, c'était tout un espèce de roman qui a duré des années, enfin des décennies avant de pouvoir émerger. Je pense que le Vélic et le transport maritime sont aussi... et donc, ça ne sera pas tout facile, mais n'attendons pas que, je me permets François, uniquement la décarbonation. Le Vélic n'apporte pas que le fameux ODD 13 décarbonation, il met en avant de nouveaux modes de consommation, c'est un ODD, Objectif de développement durable spécifique, il met en avant tous les brevets qui sont déposés, les usines à main, il met également en face d'une nouvelle économie de réelle croissance, hein, c'est pas juste un truc en gros, comment on appelle ça, de woke qui cherche à revenir en arrière, anti-croissance, etc. Il permet de mettre en avant, je pense que c'est important de le dire, de nouveaux types de formation, de nouveaux types de savoir-faire, de nouveaux types de R&D. Chez nous, on a 45% de personnel femmes et on est très content de ça. Donc ça permet également de remettre un peu au centre du jeu les meilleurs des marins qu'on peut trouver également, qui sont quand même la moitié de la population. Évidemment les bruits sous-marins, évidemment pas de SOx, NOx, SO2 chez nous, évidemment pas de CH4 non plus émis. Donc ça sont des éléments assez importants, fortement différenciateurs, fortement impactants au-delà de la décarbonation, on va dire, de l'humanité si on veut. On a un chemin difficile, on est sur la face nord, notre chemin est compliqué, comme celui des renouvelables. On ne va pas être des milliardaires texans. Au mieux, on aura une vie digne et noble et on survivra dans de beaux armements qui permettent de faire évoluer des marins qui grandissent dans la noblesse de leur travail, et je pense des chargeurs, ne les oublions pas, Belco qui est là, le vrai café transport à la voile, c'est le café Belco, Pernod Ricard, grande entreprise marseillaise qui nous permet aujourd'hui de naviguer de façon réellement décarbonée pour ses premières marques, donc c'est quelque chose également très commercial et dans les pratiques de consommation qui est important beaucoup de nuances à montrer là-dessus, et pas trop d'attentes, nous mettant beaucoup de pression. Ce qu'on fait, on fait beaucoup de choses, on a beaucoup de pression, on essaie d'avancer, et donc voilà, merci de votre considération. Merci Guillaume, merci beaucoup. Merci à tous les trois. J'ai juste un tout petit mot à dire avant l'arrivée de Michel pour la conclusion, qui n'a pas été trop abordé, qui est que les armateurs peuvent construire tous les bateaux qu'ils veulent. S'ils ne sont pas soutenus au plan fiscal et budgétaire, leur modèle ne marche pas. Et je tiens à le dire, puisque j'ai été critique sur le fait que les armateurs doivent financer l'école, c'est une nécessité pour qu'elle marche, c'est l'exercice du Fontenoy qui le prévoit. Mais aujourd'hui, la loi de finances qui doit être votée au Parlement d'ici la fin de l'année doit pouvoir permettre aussi un soutien budgétaire et fiscal au pavillon français, sans quoi on n'a pas de possibilité d'exploiter avec des marins français. Merci, un grand merci à vous trois pour cette table ronde. Michel, Messieurs, dames, bonjour. Difficile tâche que de prononcer le mot de la fin, mais j'ai envie de l'écrire F-A-I-M et non F-I-N, puisque justement on est au début de tout cela, mais quelque part c'est une révolution, puisqu'une révolution c'est une boucle, et on revient effectivement à ce que tu as dit Antoine, à 150 ans. La propulsion se faisait à la voile, énergie propre, naturelle, illimitée, qu'on à l'époque ne maîtrisait pas très bien, qu'on maîtrise maintenant beaucoup mieux. Je regardais pendant que d'autres parlaient ici, des gens scrollaient sur des cartes météo pour savoir certainement les conditions météo pour les premiers jours de course à partir du dimanche prochain. Je crois d'ailleurs que ça permet à l'Artémis d'arriver ici un petit peu plus tôt que prévu. Et on est ravis de voir ce bateau-là quelque part ici dans le port du Havre, montrer ce que tu as fait, Guillaume, avec ton environnement.
Il y a plein de choses qui ont été dites ici et qui ne peuvent que me ravir. Moi, je suis un adepte, quand j'étais gamin, de la semaine de vitesse de Weymouth, de la semaine de vitesse de Brest, où ça partait dans tous les sens. Mais il y avait plein de choses géniales qui se sont faites. Il y a eu des rotors Flettner, il y a eu des kites, il y a eu, on se souvient de l'envolée de Jacob's Ladder, qui étaient des cerfs-volants à échelle, d'où le nom d'échelle de Jacob, s'envoler dans la rade de Brest. Et tout un tas de choses incroyables. Le renouveau des foils, puisque les foils, ça existe depuis très longtemps. Et ce que je trouve génial dans cette obligation de l'OMI à l'horizon 2050, et vous l'avez dit à plusieurs reprises en filigrane, en tout cas, c'est que certes, on n'a pas encore trouvé la solution idéale, mais qu'en ce moment, il y a plein de solutions qui ressortent. Moi-même, je travaille avec Michelin sur le principe de la voile gonflable totalement automatisée, à destination du transport maritime et bien évidemment aussi de la plaisance. Et je remercie votre intervention, monsieur, parce qu'on s'est rendu compte avec ce système-là, par exemple, que cette solution-là, elle permettait à des gens qui ne savent pas faire de la voile ou qui n'ont plus envie de tirer sur des cordages et d'actionner la complexité d'un bateau à voile, je dirais classique, habituel, de pouvoir utiliser l'énergie éolienne. Certes, elle n'est pas parfaite, certes, elle n'est pas constante, certes, elle change assez vite, mais elle est là et elle est disponible. Et effectivement, aujourd'hui, on la prévoit beaucoup mieux. La preuve, c'est que quand moi j'ai fait mon premier Vendée Globe en 2000, on avait des prévisions à 5 jours et c'était extraordinaire de se dire waouh, dans 5 jours, j'aurai peut-être ces conditions météo-là. Aujourd'hui, on a des modèles de prévision à 16 jours et peut-être que dans 10 ans, on aura des prévisions météo aussi fiables à 15 jours aujourd'hui qu'elles l'étaient à 5 jours il y a 25 ans, qu'elles le seront à 20 ou peut-être 30 jours. Je crois que les ordinateurs les plus puissants du monde sont aujourd'hui utilisés par les militaires puis par la météo. C'est souvent d'ailleurs les mêmes, puisque les militaires sont à l'origine de beaucoup de données météo échangées à travers l'OMM. On change de cycle, mais c'est toujours une organisation mondiale. Et moi, je trouve génial cette époque de se dire on a un savoir extraordinaire, international, mais aussi très national, puisque vous en avez quelques très beaux exemples juste derrière nous, de tout ce que sait faire la filière française depuis des années. Et on est au milieu de cet écosystème-là. Donc merci, monsieur le directeur, de nous accueillir ici. Et je vous encourage, pour être très clair, les officiers de marine marchande, aujourd'hui français, ne savaient plus ce que c'était que la voile. Contrairement, j'étais avec mon voisin militaire, alors qu'à l'école navale, ils ont continué de faire de la formation aux petits bateaux à voile, certes, mais ils ont un petit bout de cette culture-là. Alors, c'est pas le cœur de leur métier et de leur formation, bien évidemment, mais je vous encouragerai. Je sais que Lise de Trimont œuvre aussi avec vous et avec les autres écoles pour remettre ces principes-là, puisque ça va revenir. Et j'ai dans mon équipe aujourd'hui, ici au Havre, un jeune, un extraterrestre un petit peu, qui est jeune diplômé en physique nucléaire, et son rêve c'est d'être matelot sur des bateaux à voile. Donc c'est pour ça que j'ai proposé son CV à Guillaume directement. On a aussi travaillé avec Randsail et effectivement on ne peut que saluer ces initiatives. Je suis assez impressionné des taux de CO2 dont vous avez parlé tout à l'heure, 1,5 g avec aux comparaisons de valeurs à peu près 100 fois supérieures, c'est à peu près ce que j'ai entendu, sur des navires de petite taille, ou de taille intermédiaire. Et donc tout ça va dans le bon sens. Alors on a bien compris que ça allait mettre du temps. On a bien compris qu'on était une goutte d'eau dans cet univers-là, mais si on n'essaye pas, on n'y arrivera pas. Et donc on essaye, il y a des solutions qui marchent. Merci de les mettre en valeur et de nous permettre de mieux les comprendre. Et puis je pense qu'en France on a cette chance-là d'avoir ce mix global entre la course au large en pointe. Faut vous rendre compte que ce qui se passe ici dans le bassin, il n'y a que en France que vous voyez ça, nulle part ailleurs. Quand la Volvo Ocean Race, la Volvo donc anciennement Whitbread, course autour du monde en équipage,
qui, à l'extérieur, hors de France, la voile de compétition au large, la voile de compétition tout court, c'est les Jeux Olympiques, la Coupe d'Amérique et la Whitbread. Maintenant, Volvo qui a un peu perdu de sa superbe, et pendant très longtemps, ces gens-là, notamment les anglo-saxons, pensaient qu'ils étaient les as des as. C'est-à-dire, c'est Top Gun, c'est vraiment le haut du pavé. Et puis, il y a eu une Volvo Ocean Race en 2012 avec un certain Franck Camas, qui est ici sur l'équipier de Tom Laperche sur le petit bateau bleu qui est juste à côté, un petit bateau de 32 mètres quand même. Et Franck, avec son équipage, avec Groupama, se pointe à la Volvo Ocean Race et le discours c'est bon, vous les petits Français, allez manquer, restez chez vous. La Volvo, c'est le domaine des anglo-saxons, des néo-zélandais, des anglo-saxons américains et anglais. Et puis au fil de la course, petit à petit, les petits Français, là, les petits Froggy, les petits clowns, là, ils ont commencé à être dans le coup, à progresser. Et puis cette flotte est arrivée à Lorient, petit port de commerce et de militaire, et il y a un petit peu de voile aussi. Groupama gagne cette étape, se retrouve premier au classement général de la Volvo, et là les anglo-saxons découvrent ce que c'est que la voile de course au large. Ils pensaient être Top Gun, 7 bateaux de 21 mètres de long, des Volvo 70, et là ils ont les yeux qui ne savent plus regarder. Il y a des trimarans de 40 mètres de long, il y a des trimarans de 30 mètres de long, il y a des trimarans de 20 mètres de long, il y a des IMOCA en veux-tu en voilà, il y a des classes 40, il y a des mini, il y a tout ça. Et là, ils tombent de leur chaise. Ils disent, ça y est, on commence à comprendre pourquoi on s'est fait tordre. Et donc Groupama, avec cette victoire-là, a été le fer de lance de tout ce qui se passe. Tu as cité l'Orima, mais il y a bien évidemment tout cet écosystème qui est autour. Et tout cet écosystème, on a ici des gens, et tu l'as dit Antoine, j'ai bien aimé ce mot-là, on est des machines à optimiser. Et les coureurs sont là aussi pour aider toute cette machine-là, parce que moi, pour être le promoteur, l'inventeur et le promoteur des pneus électroniques, je me suis retrouvé face à des gens, des ingénieurs de l'éolien. Et quand je leur ai dit, j'ai un petit truc que je peux coller sur vos pales d'éoliennes pour améliorer le rendement de vos éoliennes, et ils m'ont rionné. Parce que 1 ou 2 ou 3%, pour des ingénieurs, c'est l'épaisseur du trait, c'est l'incertitude de calcul. Alors que nous, on sait très bien, sur les bateaux qui sont là, que si on n'a pas ces petits machins-là, on ne pourra pas régler nos voiles et on ne va pas gagner nos courses. Et il se trouve que j'ai rencontré une personne, la fille d'un ancien skipper, vainqueur du Figaro quand j'étais petit. Et cette personne-là travaillait dans un fonds d'investissement dans l'éolien. Et quand je lui ai dit, tiens, tes copains ingénieurs de l'éolien, ils veulent pas de mon truc, elle savait, parce que son papa lui avait emmené faire de la voile, elle savait ce que c'était que ce petit brin de laine, ce petit penant, et à quoi ça sert. Et elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu penses, combien on peut gagner? Et je lui ai dit, je sais pas, 1, 2, peut-être 3%, ce serait génial. Et là, pour elle, pour une financière, puisque pour le coup, elle était financière, 1, 2 ou 3%, ça lui a parlé tout de suite. Et donc on est rentré, par exemple, chez EDF Renouvelable avec ce petit truc-là. Donc, tout ça pour dire qu'on a besoin de toutes les compétences, et on les a ici. Une partie dans le bassin, et on a vu les brillantes démonstrations des uns et des autres ici. La partie réglementaire qui a été bien abordée et qui, merci pas seulement vous, mais tous les services autour et la partie administrative, on a besoin de cet effort-là. Et effectivement, la contrainte à 2050, elle va aider aussi tout ce développement-là pour notre planète, et ça c'est génial. Donc voilà pourquoi on a tous faim de voir tout ça aboutir. Merci.